invité, bien évidemment, de nous donner leur point de vue sur la question de l'AstraZeneca. Une cargaison de près de 400 000 doses vient d'être réceptionnée par le Cameroun. C'est d'ailleurs la première cargaison en matière d'AstraZeneca. On le rappelle, ce vaccin qui lutte contre la pandémie Covid-19 est interdit dans plusieurs pays et précisément au Danemark où d'ailleurs l'un des responsables de santé a en Mondovision lors d'une conférence de presse eu un malaise au lendemain de sa vaccination à l'AstraZeneca. Pourquoi le Cameroun continue à rester dans la perspective de cette autre forme de vaccin ou alors ce vaccin qui a été également mis en place par la Suède et la Grande-Bretagne. On interrogera justement nos invités sur cette question dans le cadre de ce programme du soir, tout au clair, sur la télévision du monde. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de votre extrême fidélité. Vous le savez, 2 points d'accès, 696 14 03 12, 696 14 03 12, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM Télévision et nous ferons partie, LTM TV officiel, nous ferez partie de ces nombreux téléspectateurs qui nous accompagnent le lundi, le mardi et le mercredi dès 21h jusqu'à 23h dans le cadre de ce programme. Merci encore d'être du rendez-vous. Dans quelques instants, la présentation du panel. Merci, mesdames, messieurs, de votre extrême fidélité. Je rappelle, le programme, c'est tout au clair, LTM TV officiel, sur notre page Facebook, 696 14 03 12. C'est notre code d'accès pour faire partie de ce programme. Et parmi nos invités de ce soir, le représentant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, Alex Nguepi, fait partie de la cellule nationale de la communication. Il est avec nous ce soir. Alex, bonsoir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ce jour. Bonsoir aux invités. Bonsoir vous-même particulièrement, M. Frédéric Moutomé. Bon retour parmi nous surtout. Merci à vous de me souhaiter un bon retour chez moi. Je suis bel et bien à la maison. Et merci également au MRC de revenir à tout au clair. Ça faisait un moment qu'on ne voyait pas le MRC dans le cadre de ce débat du soir. Autre invité, c'est bien évidemment notre ami citoyen, il est de la société civile, c'est le coordinateur national de l'organisation Un Monde à Venir. Il est avec nous ce soir, Philippe Nanga. Bonsoir. Bonsoir et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Surtout un salut particulier à toute la jeunesse de notre pays qui nous regarde aussi en ce moment et salut à tous les panélistes qui vont nous accompagner tout au long de cette émission à mieux comprendre les questions et les situations qui affectent la quotidienneté des citoyens camerounais. Merci à vous, Philippe Nanga. Il y a un monde à venir qui ne manque pas de continuer à nos capacités lorsque le besoin se fait sentir sur le terrain, surtout en matière d'information sur les droits de l'homme. Merci à vous, un monde à venir. Un autre acteur va nous accompagner ce soir. Il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est par ailleurs enseignant dans les universités. Lui, c'est le docteur Patrick Rifoué que nous recevons une fois de plus. Docteur Patrick Rifoué, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutomé, bonsoir à mes companélistes et aux téléspectateurs de ce programme. Merci également au RDPC de nous accompagner encore. C'est le RDPC qui vous remercie pour l'invitation permanente à notre programme. Merci à vous, Dr Patrick Rifoué. Le PCRN n'est pas un arrêt, c'est une formation politique qui est au cœur de l'actualité et surtout à travers son président national, l'honorable Cabral Libi. Et ce soir, cette formation politique est représentée par un monsieur qu'on ne présente plus, lui c'est Christian Andjok. Bonsoir à vous Christian. Bonsoir M. Moutomé, bonsoir mes companélistes et très heureux de vous retrouver. C'est le plaisir, le nôtre d'être sur votre panel. Je vous vois ici à travers votre émission. La toute nouvelle section de notre parti à Yoko. Yoko c'est dans la région du centre, département du Bas-Mikim. Voyez-vous, c'est le département des illustres personnalités où généralement on dit qu'il n'est pas touché. Et on a installé une trentaine de comités de base le week-end dernier. Donc je voulais ne pas manquer une partie aussi dans votre départemental. Nous nommer M. Benoît Minet, le travail qu'il fait
et merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler pour la réconciliation nationale et de revenir sur votre panel. Merci à vous, Christian Djok. Il nous revient également, c'est un plaisir de le retrouver ce lundi. Abel Limbidobet, c'est notre consultant. Abel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci aussi d'être revenu. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles du Tchad. Et en même temps, je suis surpris de voir les Nguépi et consorts qui avaient dit qu'ils ne viennent plus sur LTM. Ils sont revenus. On dirait que vous ne pouvez pas rester sans venir sur LTM. J'espère que ça vous apprendra à ne pas vous prendre pour le cœur de la terre et qu'on peut faire la télévision sans vous. Maintenant que vous êtes venus, bienvenue, chers amis. Après votre suspension dans votre parti, j'ai appris que vous avez demandé des excuses, mais je n'ai pas compris à qui. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Là n'est pas le sujet ce soir, s'il vous plaît. Bon, merci. Comme vous avez demandé pardon et que votre direction vous a excusé, tant mieux. Merci beaucoup, Abel Limbelobin. Alors, je rappelle que l'un des sujets qui retient notre attention, c'est la question des droits de l'homme ce soir. Et si vous le permettez bien, Abel, quelle est l'opinion ou alors quelle est l'analyse que vous faites de la question des droits de l'homme au Cameroun? C'est que c'est une quête permanente. C'est une bataille qui caractérise d'ailleurs toutes les sociétés humaines. Avant d'arriver ici ce soir, j'ai passé une bonne partie de cette soirée, avant d'arriver ici, à suivre le procès du noir américain qui a été tué, George Floyd, aux États-Unis. Et une fois de plus, la question des droits humains, du traitement dont peut être victime, ou bien dont peut faire l'objet un individu, une personne humaine. Donc, quand on voit que des grandes sociétés, comme la société américaine vieille, organisée démocratiquement depuis très longtemps, continue à vivre ce type de situation, on comprend que la question des droits humains à travers le monde est une question essentielle, une quête permanente. À plus forte raison dans des pays comme les nôtres, qui sont tout récemment indépendants, seulement une soixantaine d'années. Mais en même temps que nous avons dit ça, cela ne doit pas sonner dans les oreilles des uns ou des autres comme des excuses au manquement, à l'effort pour que les principes de notre Constitution soient rigoureusement respectés. Parce que dans le préambule de notre Constitution, il est dit qu'aucune personne ne doit être soumise en aucune circonstance à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Donc la Constitution du pays consacre la délicatesse des droits des hommes, la délicatesse de la vie humaine. Elle se prévaut de protéger de façon essentielle l'homme. Et on sait que dans ce domaine-là, il y a eu très souvent des manquements. Mais nous pouvons nous réjouir parce que nous avons au moins la capacité garantie dans ce pays de nous exprimer sur ces questions-là et de faire entendre raison aux différentes parties qui peuvent être mises en cause. C'est ça le moteur du progrès. Donc j'ai bon espoir que le pays est placé sur une ligne qui permet d'obtenir d'année en année des améliorations substantielles. Je me rappelle pour finir que il y a une trentaine d'années aujourd'hui, il n'était pas possible que les gens se retrouvent comme ça, chacun en émettant ses opinions sur la conduite des affaires publiques et sortir en toute sécurité. Aujourd'hui, la sécurité n'est pas totale
parfois, l'insécurité ne vient pas de là où on croit. Nous avons un syndicaliste qui a été sur ce plateau, lorsque nous avons débattu sur les motos-taxis, et qui a été récupéré, non pas par le gouvernement ou la police, mais par des motos-taxis qui voulaient le lyncher. Donc, comme quoi, la question des droits de l'homme ne concerne pas seulement les pouvoirs publics. D'accord, elle concerne tout mais le monde. Elle concerne l'individu, l'homme. Alors, Alain Tigépi, vous êtes un acteur politique. Quelle est la lecture que vous faites? Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui qu'on est véritablement dans un état de droit, un état qui respecte les droits humains? Dans la mesure où on suppose que bavarder sur les plateaux de télévision, c'est respecter les droits humains, je dirais oui. Dans la mesure où on va dire que la liberté de parole, au travers des débats politiques, contribuerait à parler du respect des droits humains, je dirais oui. Mais je tiens à rappeler que les droits humains, parce que là, on a tendance à fonder les droits humains sur les droits civiques et politiques. D'accord, d'abord pour ce cas-là, que les droits humains, ce n'est pas seulement de bavarder sur les plateaux de télévision, ça ne s'organise pas seulement au niveau des débats, c'est aussi la liberté d'opinion qui fait partie de ce bavardage-là. C'est également la liberté de manifestation, c'est également, entre autres, la possibilité de revendiquer une cause, de se faire entendre par les plus hautes autorités. Il est aussi important qu'on se rende compte. Le Cameroun, en matière des droits humains, on va même dire des droits fondamentaux, le Cameroun est vraiment et véritablement en arrière, parce que dans les droits fondamentaux, nous avons 3 générations. Nous avons par exemple les droits socio-économiques et politiques, les droits socio-économiques et culturels. Donc si nous devons parler des droits humains, en parlant particulièrement des droits économiques, alors est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est un exemple? Non, le Cameroun est un échec, parce que les droits économiques font partie des droits humains. C'est-à-dire l'accès à l'équité économique fait partie intégrale des droits humains, l'accès à un environnement sain fait partie des droits humains, la santé fait partie des droits humains. Dans ce qu'en tant que Camerounais, est-ce que les Camerounais aspirent véritablement au bien-être? Je dis non, donc les droits humains au Cameroun ne peuvent pas, on ne peut pas venir ici sur ce plateau dire que le Cameroun est un exemple. Le Cameroun n'est en rien, en aucune manière, un exemple au niveau des droits humains. Même la construction des droits humains, le Cameroun est véritablement en retard. On peut prendre la comparaison des États-Unis où des citoyens se font massacrer par la police, ça arrive, on peut prendre. Mais là, ce ne sont que des droits civils, uniquement là. Mais dans d'autres cas, sur d'autres aspects des droits humains, le Cameroun a vraiment du retard. Et parlant des droits humains toujours, nous avons des personnes qui sont arbitrairement arrêtées, nous avons une justice qui ne respecte aucune équité, aucune loi. Nous avons des juges qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois et qui prennent des décisions arbitraires, qui décident du bon vouloir d'incarcérer X ou Y dans une prison, dans une maison d'arrêt. Donc, espérons que le Cameroun pourra prendre conscience et se dire qu'en matière des droits humains, nous sommes assez en arrière et essayer d'améliorer cette construction-là. Alors, Christian Diack, toujours sur la question des droits humains, aujourd'hui, on a des avis qui sont quelque peu concordants, même s'il y a quelques faits qui sont disparates sur les deux approches qui ont été données par Alassane Guépi et par Abel Elimbilobé sur la question des droits humains. Le Cameroun, d'après Alassane Guépi, est un très mauvais exemple. Pourtant, on semble voir un certain nombre de choses meilleures ou mieux faites aujourd'hui qu'hier. Effectivement, il faut, n'est-ce pas, rappeler que la question des droits de l'homme sont essentiellement dynamiques, parce qu'aujourd'hui, les nouveaux droits de l'homme, notamment les libertés alternatives et autres, que défendent essentiellement Maître Linscom, dont je ne vais pas les citer ici. C'est pour moi l'occasion de lui dire bonsoir. Ils font de la liberté prohibée par le Cameroun. Pour revenir effectivement à votre question, pour dire le tableau est essentiellement mitigé au Cameroun. C'est un fait. L'on a noté effectivement que les lois donnent un certain nombre d'aménagements en termes de droits de l'homme et libertés publiques. Le Cameroun étant partie prenante à plusieurs instruments internationaux, le Cameroun a ratifié plusieurs instruments internationaux, notamment le pacte civil des droits civils et politiques, mais c'est dans l'applicabilité effectivement qu'il faut voir la chose. On a comme l'impression que
les politiques, bon, quand j'entends pas politique, c'est-à-dire l'ordre gouvernant, ils sont en déphasage avec, n'est-ce pas, les lois de la République. Voyez-vous, je veux prendre un cas aussi palpable, je veux aller terre à terre pour qu'on comprenne un peu un certain nombre de violations de droits qui sont faites. Quand vous prenez les lois de 90, notamment ces articles par la 55, c'est-à-dire créer une association, il suffit simplement de déclarer votre association au niveau de la préfecture et qu'immédiatement on vous remette une déclaration de dépôt, ce qui n'est pas le cas. Pour le cas de la préfecture du Vouri, on vous dit là-bas, quand vous arrivez, déjà on prend le bic, on se met à corriger, ce qui est inconsciemment admis. Deuxième des choses, on ne vous remet pas un spécial. Ils peuvent faire comme ils veulent. Et le clou, c'est avec le MINAT. Vous pouvez déposer, n'est-ce pas, une déclaration de parti politique, le 6 novembre 2018. Il vous le sort ça le 6 avril 2021. Vous voyez effectivement, voilà, c'est un exemple palpable. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont effectivement vérifiées, notamment en matière d'expression, des libertés politiques, parce qu'il faut l'avouer, c'est que ces libertés politiques sont les plus en vue. Nguépia, c'était un certain nombre d'éléments. Ici, on a généralement constaté en termes de manifestation, en termes d'expression, effectivement, il faut également se le dire. La vérité, c'est qu'au Cameroun, on a quand même la liberté de pouvoir s'exprimer, la liberté de bavarder, si on peut dire ça comme ça, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Il y a comme un multipartisme, mais bien ce qui soit de facto, voyez-vous, il n'est pas essentiellement effectif dans l'expression, voyez-vous, parce que en termes d'applicabilité, pas qu'on a l'impression, c'est ce qui est fait, c'est que l'ordre gouvernant a toujours en vue et en tête de pouvoir appliquer les méthodes d'une autre époque, voyez-vous. Peut-être on peut comprendre, c'est logique. Si on a ceux qui sont au gouvernement, sont arrivés à une autre époque, donc les gens de 1960, ne vous attendez pas que les paradigmes changent. Donc c'est vrai que nous on convoque ces papis, ces pépés de la République à intégrer des nouveaux paradigmes sociologiques de la sphère des libertés publiques, notamment la question des nouveaux droits de l'homme et autres qui sont convoqués, qui sont en déphasage, eux, avec les valeurs qui sont les leurs. C'est un peu l'une des choses, à ce niveau où ça bloque. Effectivement, il faut qu'ils comprennent que si on veut prétendre à la démocratie qui est une valeur, le premier instrument, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, c'est le respect des règles qu'on s'est soi-même soumis. Et en l'espèce, le Cameroun n'est pas un bon exemple. Alors, le temps que Philippe Nangara il va donner également son point de vue, surtout sur le travail qui a été fait par ce groupe de travail, si je peux me permettre ainsi. Docteur Ifoué, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un véritable état de droit au Cameroun? On a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'aller venir. Donc, on est véritablement dans une perspective où ces droits-là sont respectés. Écoutez, il faut savoir d'où l'on part. Et puis, lorsque vous parlez de mouvement de bon élève, ce n'est jamais par rapport à soi-même. C'est toujours dans un échelon comparatif. Donc, on se compare à qui, en l'occurrence? J'ai entendu Alex Nguépi prétendre que minimiser le fait que des Noirs américains se fassent tirer dessus comme des lapins et en perdent la vie. Bon. Peut-être que le droit à la vie, c'est un droit mineur, au sens où tous les autres droits sont plus importants que celui-là. Moi, je voudrais noter ici, et je pense que ceux qui nous écoutent ne me démentiront pas, qu'au Cameroun, même ceux qui ne respectent pas les lois et qui manifestent en dépit des interdictions administratives, ils restent en vie malgré les interventions des forces de l'ordre. Ça n'arrive pas souvent aux États-Unis où lorsque vous êtes un Noir américain, simplement parce que vous n'avez pas obéi à une sommation, parfois vous obéissez même à une sommation, mais on vous tire quand même dessus. Ça arrive souvent dans un certain nombre de pays africains que des gens qui ont manifesté en dépit des autorisations administratives perdent la vie. L'exemple le plus récent, sont les manifestations que nous avons eues au Sénégal. Lorsque le MRC de M. Nguépi a manifesté, combien de personnes ont perdu la vie? Personne. Ils sont tous bien portants. Il y en a quelques-uns qui, aux frais de la princesse, sont à Newbel ou à Konengi aujourd'hui. C'est tout ce qui leur est arrivé. Donc, moi, je voudrais dire, il y a eu des avancées qui sont des avancées significatives lorsque vous comparez la situation actuelle
à la situation que nous avions en 1990. En matière de maintien de l'ordre, nos forces de défense et de sécurité, nos forces de maintien de l'ordre se sont véritablement professionnalisées en utilisant un arsenal qui est un arsenal essentiellement non létal, si on peut s'exprimer ainsi. Ça, c'est la première chose que je voudrais indiquer. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que les droits de l'homme dont on parle, les droits de l'homme dont certaines ONG, certains partis politiques ont fait leur violon d'aigle. On ne parle que de ça. Droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais est-ce que le Camerounais qui se lève le matin à Kolofata, vous pensez qu'il pense aux droits de l'homme le matin quand il se lève? Vous pensez que c'est ce qui fait bouillir sa marmite le soir? Non. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas que ce sujet n'est pas important, mais je considère que l'on en fait un peu trop sur ce sujet-là, alors que les Camerounais ont des sujets plus importants à aborder. Aujourd'hui, le sujet qui intéresse les Camerounais, c'est comment on sort de la situation du Covid. Quand on sait qu'une bonne partie de l'opinion publique ne s'intéresse pas ou a un avis mitigé sur le vaccin. Ça, c'est la situation, ça, ce sont les sujets qui intéressent les Camerounais. Ce n'est pas la question des droits de l'homme. Ça, je suis désolé. Je comprends que M. Philippe Nanga et tous ceux qui font partie de Stand Up for Cameroun veuillent bien jouer leur rôle. Hein, qui, je ne sais pas si on va appeler ça rôle de chien de garde, mais les sujets qui préoccupent ce regroupement-là ne sont pas les sujets qui préoccupent les Camerounais. Les Camerounais sont préoccupés aujourd'hui par l'amélioration de leur bien-être. Et je ne pense pas que ce sont les droits de l'homme qui permettent d'améliorer ce bien-être au quotidien. Alors Philippe, est-ce que l'amélioration du bien-être des Camerounais ne passe pas aussi par les droits de l'homme? Est-ce que Dr Ifou ne se fait pas une certaine idée approximative, peut-être même péjorative, de la problématique des droits de l'homme? Je crois que vous avez presque répondu à la question. En réalité, permettez-moi déjà d'expliquer ce qui se passe depuis quelque temps, depuis le mois de janvier, où nous avons mis en place, dans le cadre de Stand Up for Cameroun, un groupe de travail sur les droits de l'homme. C'est des bénévoles, des volontaires qui quotidiennement collectent des informations, vont sur le terrain, croisent des informations au fin de produire tous les mois un rapport sur l'état des violations des droits de l'homme au Cameroun. Et tous les mois, nous avons pris l'engagement au cours d'une conférence de presse, de rendre public ce rapport. Et au-delà de rendre public ce rapport-là, nous avons pris également sur nous d'aller à la rencontre, n'est-ce pas, des gouvernants et des amis du Cameroun pour discuter de l'état des droits de l'homme. Et donc, nous ne nous contentons pas seulement de produire un rapport, de mettre en évidence, n'est-ce pas, des violations des droits de l'homme, mais nous allons également vers les gouvernants et nous sommes déjà allés vers le ministre de l'administration territoriale qui a reçu l'équipe. Nous avons déjà été reçus par le ministre de la Défense également et nous entendons dans les jours prochains rencontrer, si possible, si jamais ça se confirme, le Premier ministre et puis d'autres membres du gouvernement, parce que nous sommes dans la perspective de pousser les gouvernants à respecter les engagements du Cameroun en la matière. Maintenant, pour revenir à votre question, non, je suppose que le docteur Ifou voulait nous faire une petite blague. En réalité, il sait très bien. Justement, l'un des enjeux de notre travail mensuel qui consiste à rendre public, n'est-ce pas, notre rapport et à réunir la presse, c'est parce que nous voulons culturaliser cette question-là. Que les Camerounais, dans tous les coins du pays, se familiarisent, n'est-ce pas, aux droits de l'homme. Parce que nous avons aussi remarqué que il y a des fois de l'indifférence. Il y a souvent de l'indifférence. Vous pouvez voir dans un quartier qu'on vienne prendre un gamin, qu'on le maltraite, qu'on l'amène dans un commissariat parce que il a eu un souci avec son ami et il se trouve que son ami a son grand frère qui est officier de police dans un commissariat et donc cet ami va appeler son grand frère qui viendra le prendre et on va le mettre en cellule. Il va passer une journée, deux jours et au mépris, n'est-ce pas, du code de procédure pénale, on va le sortir 2 jours après et il va rentrer au quartier. Donc on a fait ce qu'ils appellent, on l'a menacé. Voilà. Donc son ami va dire, voilà, on l'a menacé. Et c'est bon.
Et c'est passé. Et les gens du quartier, et même ce pauvre garçon, n'est pas conscient de ce que il a des droits qui ont été violés et qu'il peut attaquer. Et donc, justement, nous voulons que les Camerounais se familiarisent parce que nous avons constaté que dans notre pays, on peut violer allègrement les droits de l'homme et vous avez des personnes qui valident que c'est bon. Ouais? Nous avons aujourd'hui 4 jeunes garçons qui sont en prison depuis 6 mois de stand-up parce qu'ils venaient de la Réunion. Ils étaient ici, non loin de votre studio. Ils étaient en train de rentrer. Ils attendaient le taxi. Ils ont été enlevés par un pick-up de la gendarmerie. On les a cherchés pendant plus de 24 heures pour les retrouver dans une gendarmerie. Plusieurs jours après, aujourd'hui, ils sont poursuivis par le tribunal militaire. Ces gamins n'ont rien fait du tout. Ouais? Et donc, ce sont les audiences sont renvoyées à chaque fois sous des fallacieux prétextes. Par exemple, on vous dit que le collège des juges n'est pas encore constitué, et donc voilà, on va renvoyer à chaque fois. Et ça fait plus de 6 mois qu'ils sont là. Vous avez votre collègue Paul Chuta, qui est encore ambassadeur depuis plus d'1 an aujourd'hui, et dont il est en train de passer un temps supérieur à ce qu'il aurait, qu'il encourt comme peine, n'est-ce pas, si jamais il avait été jugé à temps. Vous voyez, ce sont des situations. Vous avez quelqu'un comme Amadou Bamouké, dont on a déjà renvoyé, n'est-ce pas, son cas plus de 60 fois. Et les avocats qui suivent son cas vous disent qu'il n'y a rien en réalité dans le dossier, mais ça fait plus de 60 renvois. Il a battu le record mondial des renvois et il est toujours là. Il croupit en prison sans qu'on lui dise exactement quel est le problème. Donc, les droits de l'homme, c'est au cœur de la vie de chaque citoyen. Contrairement à ce que je suppose que c'était une petite blague, en fait, les droits de l'homme régulent la vie, conditionnent la vie. L'accès à la nutrition, l'accès au logement, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, ça fait partie des droits de l'homme. Donc, vous ne pouvez pas dire que le Camerounais qui a Kolofata, est-ce qu'il pense justement, il est demandeur, j'allais même dire pleurer, il est même, comment je vais dire, urgemment demandeur, n'est-ce pas, des droits de l'homme, parce que ce gars qui a Kolofata, et ça justement, nous sommes en train de, nous collectons les informations là, le Grand Nord est oublié aujourd'hui, Boko Haram ressurgit avec une avalanche de violence, et ce sont les populations qui en souffrent, et on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez, M. Moutomé. Aujourd'hui, on parle des déplacés de la crise dite anglophone, mais il y a des déplacés, n'est-ce pas, dus aux attaques de Boko Haram, qui se comptent en centaines de milliers, n'est-ce pas, qui ont vu leur village ravagé par les attaques de Boko Haram, qui n'ont plus de quoi se nourrir, et qui sont dans des camps, n'est-ce pas, des déplacés au Cameroun, et ça dure plus de 5 ans maintenant. Ok. Donc, c'est pour vous dire que les droits de l'homme sont au cœur de la vie de chaque citoyen, parce que ça, c'est les droits de l'homme qui vous permettent de vous assurer. Parce que les politiques prennent un engagement, c'est celui d'assurer justement l'accès à des droits fondamentaux, et ce sont les droits de l'homme. Alors, Abel, est-ce que culturaliser, comme le souhaite Philippe Nanga, les droits de l'homme, la problématique des droits de l'homme, ne serait pas un peu les anéantir ou les minimiser à leur plus simple expression? Je crois qu'il y a des gens qui se mettent évidemment au service d'un impérialisme à travers tout ce tintamarre sur les droits de l'homme et qui veulent que... Vous qualifiez ça de tintamarre? Oui, mais c'est un tintamarre. Et qui veulent que, en fin de compte, le monde soit uniforme. C'est un idéal aussi. Et que les valeurs culturelles soient les mêmes partout. Et ces gens qui portent cette propagande, qui veulent l'uniformisation des valeurs culturelles, à travers lesquelles on évoque donc la problématique des droits de l'homme, je ne leur vois pas demander aux pays occidentaux d'adopter les valeurs culturelles de ces pays, des pays du Sud. Tout se passe comme si la culture du monde qu'il faut avoir doit être inspirée de tel ou tel pays selon qu'il est puissant économiquement ou politiquement. Je prends un fait simple sur les mœurs sexuelles. Les défenseurs des droits de l'homme dans ce pays œuvrent pour que quelque chose, une pratique sexuelle, en l'occurrence l'homosexualité, qui est interdite par nos mœurs culturelles et dont l'interdiction est consacrée dans le code pénal,
soit admise comme une liberté fondamentale. Mais la polygamie qui est acceptée dans nos sociétés ici, ces mêmes gens ne demandent pas aux sociétés occidentales d'admettre la polygamie comme une liberté fondamentale. Voilà le type de posture qui nous amène à dire que ces gens qui font de la défense des droits de l'homme à l'occidental leur fonds de commerce pour exister aussi bien dans l'échiquier politique que dans la société civile tout court, pêchent. Parce qu'ils deviennent des vecteurs d'un impérialisme dont peut-être ils ne savent pas qui sont au service. Vous ne pouvez pas considérer que si déjà le monde n'a pas à avoir une culture unique. Le monde est une diversité de peuples. Le monde est une diversité de trajectoires historiques pour tous ces peuples-là. Et partant, tous ces peuples n'ont pas produit les mêmes cultures, donc n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas la même lecture du monde, du temps et des événements. Vous avez par exemple dans les peuples comme les peuples chez nous, les peuples de la côte du Cameroun, la lecture anthropologique que les gens ont du temps est différente de celle d'autres peuples au Cameroun. Au point où nos ancêtres ont pu, et c'est Daniel Etunga Mangele qui le disait dans son livre « Si l'Afrique avait besoin d'un ajustement culturel », il évoque le fait que des peuples ont pu inventer un même mot pour désigner deux moments du temps qui sont complètement opposés. En Bassa, on vous dit Yani, et puis on vous dit encore Yani, pour dire demain. Ou en Douala, on vous dit qui elle est, le passé, et on vous dit encore qui elle est demain. Ça veut dire qu'ils ont une conception du temps qui est différente de celle d'un peuple européen, français par exemple, qui a fabriqué deux mots pour désigner deux moments de temps qui sont opposés. À partir de cela, vous devez comprendre que une bataille pour l'uniformisation des droits de l'homme est une bataille qui pose des problèmes culturels essentiels. Parce que ceux qui mènent ces batailles-là, je veux bien qu'ils veuillent être utiles à leur société, mais ils ne doivent pas oublier que leur société n'est pas la réplique d'une autre société. Elle ne doit pas devenir le prolongement d'une autre société. Vous allez interdire le mariage avec plusieurs conjoints au Cameroun parce qu'on l'interdit en France ou dans le monde occidental. Mais vous allez accepter des relations sexuelles contre nature. Vous voulez qu'on les ait au Cameroun parce qu'on les a en France. Si les gens qui mènent ce type de combat prenaient leur bâton de pèlerin pour partir du Cameroun, pour aller demander aux gens en France où le nombre de femmes est plus élevé que celui des hommes, leur dit, mais écoutez, au lieu d'avoir des relations sexuelles contre nature, les hommes prenant les hommes, les femmes prenant les femmes, ce qui est interdit depuis la nuit des temps pour les judéo-chrétiens, prenez autant de femmes que vous voulez pour assouvir vos relations sexuelles, parce que nous, dans nos pays ici, un homme peut avoir 2, 3 femmes. D'accord. Vous voyez que le mouvement inverse ne se fait pas. Merci Abel, s'il vous plaît. Alors, Alex Ngepi, vous avez évoqué la question des prisons tout à l'heure. Plusieurs de vos militants sont embastillés et vous estimez qu'à raison de cet embastillement, on est loin de véritablement parler des droits de l'homme. Oui, je tiens à dire que tout ce que j'entends parler là par mon voisin, Philippe Nanga, les gens sont basés plus sur les droits civils et politiques. Hein. Je dis les droits de l'homme, c'est les droits civils et politiques, c'est les droits socioculturels, économiques aussi, les droits des nouvelles technologies, de l'information et les droits de l'environnement. C'est un ensemble, contrairement à ce qu'a pu dire un docteur sur ce plateau, qui nous fait comprendre les droits de l'homme, ce n'est pas tout. Non, c'est un tout. C'est un tout. Pas dire que je vais d'abord lui dire quelque chose, je fais comprendre quelque chose. Nous, parlons de nos militants ont été castrés. Quand on castre un militant, ils ont été castrés. Ils ont été castrés. Et quand on castre un individu, on empêche qu'il se reproduise. On joue sur sa reproduction. Donc c'est un droit à la vie. C'est une atteinte au droit à la vie qu'on est en train de faire sur cet individu-là. On l'empêche d'avoir des générations futures. Quand on castre un militant, ils ont été castrés. Nos militants ont été humiliés. Ils ont été nus du côté de Bastos, conseil Bastos, du portage dans les prisons. C'est une atteinte gravissime aux droits et libertés fondamentaux. Pour parler des morts,
au nom du Cameroun. Je tiens à rappeler que Ouazizi est décédé entre les mains des geôliers camerounais. Donc si on doit comparer, je ne sais pas s'il y a un mot de plus ou bien un mot de moins, mais ça fait partie des violations extrêmes des droits fondamentaux. Je tiens à rappeler qu'il y a une crise anglophone qui s'est dit, et donc nos gouvernements sont accusés de commettre des génocides dans cette crise anglophone. Ça fait partie des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme. Laissons le côté droit civil politique. Parce que si c'est le droit civil politique, ça arrange très bien le régime RDPC et leurs protagonistes, comme parler d'OTAN, à parler des droits civils politiques. Parce qu'ils vont nous sortir le côté de l'État, ils vont nous dire que l'État est supérieur. Non, allons-y sur d'autres droits, les droits économiques. Ça fait partie des droits de l'homme. Je vais prendre un cas très simple. Dans le projet de DSCE, document stratégique pour la croissance de l'emploi, ils ont dit qu'ils devaient faire la boucle Yaoundé, Bafsam, Bamenda, Tchang, Douala, Yaoundé. C'est pourquoi ils ont fait cela. Parce qu'ils voulaient améliorer le cadre de vie des citoyens. Ça fait partie des droits de l'homme. C'est-à-dire que permettre aux citoyens de pouvoir circuler en toute liberté fait partie intégrante des droits de l'homme. Ils ont dit qu'ils devaient construire 17 000 logements entre 2010 et 2020, donc 1700 logements par an. Aujourd'hui, ils ne sont même pas à 1500 logements. Parce que cela fait partie des droits de l'homme. De permettre aux citoyens d'être bien logés fait partie intégrante des droits de l'homme. Je ne voudrais pas qu'on reste là à faire croire à ceux qui nous suivent que les droits de l'homme se limitent uniquement sur les libertés civiles et politiques. Non. Les droits de l'homme, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est bien, les droits de l'homme, c'est un tout. L'accès à l'énergie, l'accès à l'eau potable fait intégrante partie des droits de l'homme. Lorsque les Camerounais ont des coupures intempestives et qu'ils dorment avec des moustiques, qu'ils dorment dans les chaleurs, parce que leurs droits sont violés, lorsque les Camerounais n'arrivent pas à se soigner, à avoir une couverture santé efficace, surtout en zone rurale, c'est parce que les droits fondamentaux sont violés. Contrairement à d'autres pays, ils sont en avance sur ces questions-là. Donc il faudrait qu'on le redise. Pour ceux qui sont en train de faire croire aux Camerounais que les droits de l'homme, c'est uniquement des libertés civiles et politiques, c'est extrêmement faux. Les libertés civiles et politiques sont peut-être aussi qui ont été mises en avant des années 1945, mais il faudrait aussi qu'on les fasse comprendre que les choses ont évolué. Il y a eu des pactes additionnels, deuxième génération, troisième génération. Et aujourd'hui même d'ailleurs, le droit à l'information, c'est-à-dire contrairement comme M. Tuta qui est en prison, il est en prison à cause des droits à l'information, parce qu'il a publié quelque chose, parce qu'il a dit quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc il est en prison. Donc il n'est pas en prison à cause de la première et deuxième génération, non. Il est en prison à cause de la troisième génération. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose sur les réseaux sociaux, on a dit c'est une diffamation. Mais il a dit ça où? Dans les NTCI. Vous comprenez bien? Donc sur les NTCI qui ont encore envoyé à la première génération. Donc toi tu es en prison aujourd'hui. Donc je voudrais donc juste dire au docteur Rifoué de ne pas venir contextualiser les droits de l'homme. Ça ne peut pas être contextualisé. Les droits de l'homme c'est un ensemble, c'est un tout. C'est un tout. Les droits de l'homme, c'est ce qui permet aux individus de pouvoir avoir un cadre de vie idéal. Les politiques gouvernementales sont établies à partir des droits de l'homme. C'est-à-dire quand vous établissez les politiques sécuritaires, les politiques nutritionnelles, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la sécurité, et qu'on soit, vous le faites parce que vous voulez mettre l'homme au cœur de vos politiques. Vous voulez que l'homme se sente à l'aise, vous voulez apporter du bien-être aux gens qui vivent dans votre territoire. Alors, quand vous violez une seule de ces politiques-là, ou lorsque un seul objectif n'est pas atteint, alors on vous dira que vous avez violé ces droits fondamentaux. Le Cameroun, en plus de briller par le non-respect des droits politiques et civils, le Cameroun fait extrêmement pire dans le respect des droits sociaux, économiques et culturels. Par exemple, pour sortir, j'ai suivi M. Yves Lobert parler de la culture, parler de nos traditions, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui, qu'effectivement, on ne devrait pas penser, c'est-à-dire que ceux qui se défendent ici devraient aussi être défendus de l'autre côté et vice-versa. Ce côté a raison, mais il tient aussi à lui rappeler que la Bible, qui nous chante tous les jours, est une culture importée. Ce n'est pas
ne sont pas nos traditions africaines. D'accord. Ce sont les traditions dont il a hérité d'ailleurs, qui vient au Cameroun. Je vais aimer qu'il parle purement en matière de religion, des traditions purement africaines. Et je ne pense pas que sa Bible-là, qui est en train de voir se contredire cela, est purement une tradition africaine. Alors, Philippe, pardon, Christian, vous la ferez dans votre temps de parole. Christian Jacques, qu'est-ce qui cause véritablement problème autour de ces droits de l'homme? Effectivement, vous me permettez déjà de pouvoir dire également un mot sur la question culturelle. Je voudrais, à la suite de M. Dibi, effectivement un peu marquer mon approbation sur ce qu'il a dit, même si ça me permet ici de démontrer une fois de plus ces contrastes analytiques. Parce que voyez-vous, quand il convoque la question de l'endogénisation, n'est-ce pas, des droits culturels, oui, je suis d'accord avec lui. C'est pas comme on propose le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire une forme d'État qui réponde à nos valeurs culturelles, c'est-à-dire à nos droits, à nos valeurs anthropologiques, il conteste. Mais aujourd'hui, il est d'accord. Il dit qu'il faut des droits qui sont essentiellement africains. Monsieur Dibilo, soyez cohérent. Maintenant, je voudrais continuer tout en disant effectivement que dans ce choc de civilisation, pour parler comme Samuel Huntington, dans cette notion de donner à recevoir, qu'est-ce que nous avons à donner? Effectivement, il faut ici essentiellement faire la promotion, n'est-ce pas, de nos cultures, des valeurs qui nous sont propres. Maintenant, à votre question, je voudrais rappeler à mon cher ami Ngepi qu'il faut faire la différence entre les droits de l'homme et les libertés publiques. C'est deux notions qu'on confond généralement abusivement. Il faut dire que depuis l'avènement des héritiers, notamment de 1789, avec la révolte française, voyez-vous, ces questions ont essentiellement été constitutionnalisées et mises en place à travers la charte des droits de l'homme et du citoyen, qui ont énuméré un certain nombre de droits, au rang desquels ce que vous avez convoqué, ce qu'on peut appeler les droits naturels. Voyez-vous, la propriété, le droit à la vie et tout ce qui va avec. Ça, c'est tout. Mais aujourd'hui, il faut effectivement dire qu'il y a ce qui est comme le miroir, c'est les droits civiques et politiques. Parce que ce sont les droits civiques et politiques qui encadrent effectivement, c'est-à-dire qui mettent en place un certain nombre d'instruments qui à pouvoir faire une certaine émulation des droits économiques. Qui met en place les droits économiques, qui encadre les droits politiques, c'est le politique. Donc c'est à ce niveau où on en est. Maintenant, pour revenir, effectivement, tout le monde a décrié, c'est un fait. On a dit c'est mitigé au Cameroun. Mais il faut... C'est mitigé pourquoi? C'est mitigé pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, c'est un problème de schème culturel, de paradigme. Effectivement, parce que l'ordre politique établi à présent au Cameroun, ou alors tous nos présidents en Afrique centrale, sont encore d'une autre époque. Voyez-vous, c'est des gens qui ont vécu avec la torture, c'est des gens qui ont vécu avec le régime unique, le parti unique. Voyez-vous, ils sont encore dans cet esprit. C'est des gens qui confondent essentiellement tout. Moi, je voulais même aller, je vais toujours titiller Tonton Elimbi sur cette question. La fois dernière, nous convoquons ici sur votre panel la question de deux ordres. Vous comprenez un peu la notion de schème culturel. La question de deux ordres qui coexistent au sein de l'État. On a l'ordre féodal et l'ordre républicain. Parce que vous savez bien que ça, c'est aussi une autre chose que les citoyens convoquent. C'est-à-dire on viole, n'est-ce pas, le respect de leurs droits, notamment le droit d'avoir des chefferies. Vous avez où le président de la République est chef, le Premier ministre est chef, tous les autres ministres sont chefs. Alors qu'ailleurs, on demande aux gens de prendre des mandats électifs. Chez nous, on a comme l'impression qu'on prend des mandats traditionnels pour en devenir des mandats politiques. Et ça convoque la notion de schème culturel, de comprendre dans quelle assise nous nous trouvons. Donc, où allons-nous? Monsieur Limbi, là où je suis essentiellement d'accord avec vous. Il faut endogéniser, n'est-ce pas, nos valeurs. Et ces valeurs qui produisent des corpus juridiques qui nous sont inhérents, c'est-à-dire qui nous ressemblent. C'est à ce niveau qu'on pourra faire une certaine photographie, une certaine cartographie de la chose, comprendre effectivement où on va et de sortir des schèmes importés et comprendre que c'est une question transversale. Et une question transversale s'impose à l'ordre public étatique. Que les gouvernants comprennent effectivement qu'il faut qu'on évolue. Qu'on est parti de 1960 à 2021 aujourd'hui. Depuis l'avènement du vent de l'Est et liberté de 90, vous voyez un peu que l'applicabilité pose problème jusqu'à date. Ils ont toujours comme l'impression qu'il faut rentrer à cette période-là, au fauchivéisme politique. Okay? Je vais par opposition au tangadisme culturel que nous vivons à ce moment. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut évoluer. Cette période de fauchivé-là est passée. Aujourd'hui, on a consenti, ou alors le Cameroun a souscrit à un certain nombre d'instruments auxquels nous faisons partie, il faut les respecter. Et nous savons bel et bien que les conventions sont au-dessus
lois nationales. Les conventions sont supra-législatives. Que le Cameroun s'arrange tout au moins à pouvoir respecter ces conventions dont on est bâti, et ce qui nous permettrait tout au moins, je insiste sur le mot tout au moins, de sortir de l'image que nous avons en ce moment. Parce que tout ce que nous avons, ces gars qui sont en prison, ces gars qui veulent marcher, qui veulent faire cela, comment dire, ça salit l'image du Cameroun. Du point de vue diplomatique, quand vous allez à l'international, quand vous discutez un peu avec des gens... On dit que le Cameroun n'est pas un pays de droit. Pas un pays de droit. Alors que ce sont des petites choses dont on peut s'en passer. Donc, que les gouvernants changent de schème culturel, qui changent de paradigme, qui comprennent que nous sommes à l'ère d'une autre génération des hommes. Alors, Philippe Tanga, est-ce qu'on est à l'ère d'une autre génération, mais que l'application des droits de l'homme ratifiés par le Cameroun est justement le véritable tendon d'Achille, alors l'épine dans le pied à la fois du gouvernement et peut-être de tout le Cameroun tout entier? Non, je crois que nous avons encore un souci d'alignement à nos propres engagements. Je crois que les gouverneurs actuels qui se sont fixés un projet bien précis dans la tête et qui entendent réaliser leur projet, qui est celui de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, au détriment, n'est-ce pas, de la qualité de vie des citoyens, considèrent leurs propres engagements comme des obstacles à la réalisation de ce projet. Vous voyez, si aujourd'hui le Cameroun s'engage véritablement à respecter les droits de l'homme, ça met en difficulté notre système gouvernant. Ça met complètement en difficulté notre système gouvernant. Comment respecter les droits de l'homme mettrait en difficulté le système gouvernant? Parce que les violations des droits de l'homme sont un instrument, n'est-ce pas, de gouvernance dans notre pays, surtout en Afrique centrale. Et comme on parle du Cameroun, au Cameroun, ce sont des instruments de gouvernance. Et donc, quand on empêche aux citoyens camerounais librement de s'exprimer sur des questions essentielles, ça a un but bien précis. Quand on verrouille la concurrence politique en empêchant aux autres concurrents politiques, donc aux formations politiques dites de l'opposition par exemple, de s'émanciper, n'est-ce pas, d'occuper l'espace public, c'est pas neutre. Quand on neutralise l'expression libre des médias, c'est pas neutre, Monsieur Moutomé. Quand on neutralise l'expression libre des associations, c'est pas neutre. Ouais? Donc tout ça, c'est pas neutre, c'est parce que derrière, il y a, si vous voulez, une lecture qui est bien faite, qui considère que ce sont des actes de nuisance à la réalisation d'un projet bien ficelé. C'est pour ça que il est très difficile, de penser que nos gouvernants actuels s'allient, s'adaptent, n'est-ce pas, à leurs propres engagements. Il est très difficile. Parce que ça ne coïncide pas, ça ne s'aligne pas avec leur projet. Ça ne s'aligne pas du tout avec leur projet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand même notre président actuel a ratifié, n'est-ce pas, plusieurs conventions. Donc on ne sait pas pourquoi il a fait, et même qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, parce que ça ne se trouve pas dans d'autres pays comme ça, où il a inscrit dans notre propre constitution, n'est-ce pas, les éléments, n'est-ce pas, des instruments internationaux, qui font que un instrument comme des principes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme devient, dans son contenu, devient contraignant pour l'État du Cameroun, du fait qu'il est partie prenante de notre constitution. Voyez? Donc après vous vous demandez comment ça se fait qu'il y ait cette évolution, n'est-ce pas, dans le corpus législatif camerounais, mais que dans la pratique on soit dans un autre monde. Quand vous regardez les instruments ratifiés par le Cameroun et vous voyez la pratique sur le terrain, vous vous posez des questions si c'est le même pays. Vous posez la question, c'est le même pays. Donc, mais en réalité, il se trouve que la pression internationale, ça, et là, c'est la lecture que nous faisons, la pression internationale est souvent le désir de capter les financements externes
va faire que notre pays, n'est-ce pas, s'aligne à souscrire à des engagements, mais sachant très bien qu'ils ne vont pas le respecter, ils vont pas les respecter. C'est un peu ce que nous faisons comme constat, parce que je vous prends les questions, quand on parle des droits économiques, sociaux et culturels, il faut déjà comprendre que les États, après la Deuxième Guerre mondiale, ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une déclaration de principe. Mais après, les droits de l'homme ont été formalisés par 2 pactes. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et il faut savoir que les droits sont, n'est-ce pas, catégorisés en 3. Il y a 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les droits de première génération qui concernent, c'est surtout les droits civils et politiques. Hein. Et il y a les droits de deuxième génération qui sont constitués de tout ce qui est droits économiques et droits sociaux, droits culturels. Il y a la troisième génération qui concerne les questions comme les droits environnementaux, n'est-ce pas, et d'autres droits, n'est-ce pas, qui rentrent là-dedans. Donc, c'est bien catégorisé. Mais tout ça fait partie des droits de l'homme. Hein, tout ça fait partie des droits de l'homme. Si vous prenez le cas dans les droits économiques, et sociaux et culturels, vous prenez le droit au logement, Monsieur Moutomé. Vous voyez, il se trouve que chaque citoyen, les États doivent garantir aux citoyens l'accès au logement, à un logement décent. Et c'est défini dans les instruments, hein, quand on parle de logement décent. C'est-à-dire qu'un logement qui permet d'avoir tout ce qui est nécessaire pour assurer le bien-être du citoyen. Alors, dans notre pays, non seulement, c'est pour ça, je vous explique pour que les téléspectateurs comprennent, c'est pour cela que vous allez voir dans les pays où on s'allie au respect des droits de l'homme, même les pays africains comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, même le Mali, vous allez trouver des foyers. Vous allez trouver des foyers qui sont des lieux financés par les États, les communes, pour accueillir ceux qui n'ont pas de logement, le temps qu'ils trouvent un logement. Dans les pays plus évolués, vous avez ce qu'on appelle les HLM, les habitats à loyer modéré, qui sont des loyers qui ont été construits par les communes, n'est-ce pas, à destination des personnes qui n'ont pas de moyens. Donc, chez nous, non seulement vous n'avez pas ces dispositions-là, c'est-à-dire vous n'avez pas cet accès au logement aussi faible, mais encore, quand les Camerounais se débrouillent, j'appelle ça comme ça, pour se loger, pour se trouver un logement, on trouve le moyen de venir casser dès que vous avez un gars qui a un peu d'argent et qui trouve que voilà le bon endroit pour lui de mettre en place son entreprise. D'accord. Et donc il va faire casser des milliers de personnes. On en a eu comme ça à Mabanda, n'est-ce pas, où on a cassé plus de 4000 personnes qui se sont retrouvées dans la rue pendant des années. Je vous prends un autre cas. Vous voyez la route Ndokoti PK 18 et consorts. Il y a 5 ans, on a décidé de casser les gens là-bas une nuit, soit disant qu'on va agrandir la route. Ça fait 5 ans. La route est là. D'accord. Il n'y a rien n'y est fait. Et pourtant, il y a des gens, n'est-ce pas, qui se sont ruinés du fait du déguerpissement forcé. Toute une nuit, on a cassé leurs biens et ils se sont retrouvés dans la rue. Alors, docteur Patrick Riffeux, la faute au gouvernement qui ne veut pas respecter ses propres engagements pour ce qui est des droits de l'homme, encore moins de mettre en application les instruments internationaux qui garantissent justement le respect de ces droits de l'homme. Bon, la première chose que je voudrais faire, c'est une précision à l'endroit de M. Alex Nguepi. La Bible la plus ancienne qui a été découverte est une Bible africaine. Elle est en train d'être traduite en ce moment. Ce n'est pas celle-là. Je dis la Bible la plus ancienne qui existe, c'est une Bible africaine. Mais ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas le sujet. Ok, d'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai entendu M. Nanga prétendre qu'au Cameroun, l'équivalent des HLM ou des politiques de logement n'existe pas. Mais les logements de la SIC, ce sont des logements sociaux. Ah bon? Si. C'est une blague. Ce n'est pas une blague. Sauf si vous ne savez pas qu'à la SIC, sauf si vous ne savez pas qu'à la SIC, on paye 50 000 francs. Ah bon? Oui. Combien vous connaissez un pauvre qui habite à la SIC, s'il vous plaît, à la SIC, on paye 50 000 francs pour un T3. C'est-à-dire 3 chambres, un salon, une cuisine. Et vous connaissez un pauvre, c'est l'équivalent, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle en France un HLM. Le SMIC à combien? S'il vous plaît, vous parlez de ce que vous ignorez. Même en France,
l'exemple que vous prenez, il y a des gens avec de très hauts revenus qui habitent dans les HLM. Il y a eu plusieurs scandales à ce niveau. C'est aussi un choix au Cameroun. Non, si vous c'est le pas prenez vrai. ainsi. Le gars qui habite le HLM, il a 1500 euros, il a 1500 euros, il habite un HLM à 300 euros. Ça, c'était simplement pour vous avez quelqu'un qui a 36 000 francs et vous le demandez de payer 50 000 francs. Deuxième chose, aux États-Unis, il y a 600 000 SDF. S'il vous plaît. Aux États-Unis, il y a 600 000 SDF. Est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de politique de logement aux États-Unis? Est-ce qu'on va dire que les États-Unis ne respectent pas ce droit-là? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Qui vous a dit que les États-Unis respectent tous les droits? Il respecte tous les droits. Ok. Donc, ce que je veux dire est très simple. Il y a une inflation des droits qui est le fait d'un certain nombre d'entrepreneurs de cause. Monsieur Nanga en fait partie, qui consiste à requalifier toutes les modalités de notre vie dans des termes juridiques en considérant que ce sont des droits et donc en les opposant de manière systématique à l'État. Mais je suis désolé, les hommes n'ont pas attendu que les pactes qu'il a cités existent pour savoir qu'il fallait se loger de manière décente. Et contrairement à ce que vous dites, les politiques publiques et l'action publique n'existent pas depuis que les droits de l'homme existent. Donc lorsque l'État construit ses projets et ses programmes, ce n'est pas pour faire respecter les droits, c'est pour améliorer de manière globale le bien-être de la société. Donc, ça n'a rien à voir avec les droits parce que les politiques publiques n'ont pas attendu que ces droits soient formalisés pour exister. C'est le cas chez nous, c'est aussi le cas en Occident. Sauf que nous avons une situation dans laquelle vous avez des individus qui requalifient tout en termes de droits et qui vous disent non, il faut absolument que l'État concède ceci. Mais ce n'est pas légitime de requalifier. Non, mais qu'est-ce qui n'est pas C'est une escroquerie, je ne m'embrouille pas. C'est ce qu'on appelle. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, c'est-à-dire la question du logement décent. Est-ce que la case Mosgoum, qui est un patrimoine chez nous, c'est un logement indécent? Parce que si vous prenez les caractéristiques de la case Mosgoum, ça ne va pas correspondre aux caractéristiques du logement décent qu'on trouve dans le fameux pacte dont M. Nanga parle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va considérer que cette case qui est un patrimoine culturel chez nous, non, ce n'est pas un logement décent. Et il va donc falloir que nous construisions tous, comme les Occidentaux, des immeubles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis c'est une escroquerie absolue de vouloir requalifier les rapports sociaux en termes de droits. L'État pense en termes de bien-être et d'amélioration de conditions de vie des citoyens. Et il n'a pas besoin qu'on lui oppose de manière systématique des droits pour le savoir. Parce que au Cameroun, lorsque vous êtes élu, parce qu'au Cameroun, pour accéder à la magistrature suprême, on est élu sur un projet. C'est-à-dire qu'on fait un certain nombre de promesses aux citoyens. Et quel projet vous avez réussi? S'il vous plaît. On fait un certain nombre de promesses aux citoyens. Maintenant, il peut y avoir un certain nombre de contraintes qui ne vous permettent pas de satisfaire toutes les promesses que vous avez réalisées. Oui, nous avons fait un certain nombre de promesses que nous étions supposés réaliser entre 2010 et 2020. Mais il y a eu un retournement de conjoncture à partir de, s'il vous plaît, il y a eu un retournement de conjoncture à partir de 2014, il y a eu Boko Haram, il y a eu la crise dans le Nozo. Donc il est normal qu'un certain nombre de réalisations aient été retardées, ce qui ne signifie pas que ces réalisations ne seront pas faites. Mais ça peut se considérer comme si le gouvernement, le régime en place choisit de ne pas tenir en compte ces droits de l'homme qui sont la garantie d'une société juste, équitable et démocratique. Non. Le gouvernement s'est engagé, je crois que le président de la République l'a rappelé, à respecter dans les limites du possible les droits de l'homme qui effectivement font partie de notre corpus constitutionnel. Maintenant, vous avez des situations dans lesquelles effectivement le respect des droits peut s'opposer à d'autres principes qui ne sont pas des principes secondaires. Ces droits-là peuvent s'opposer à des impératifs de sécurité nationale. Dans ce cas-là, il faut arbitrer. Et vous arbitrez dans quel sens? Est-ce qu'il faut garantir les droits à une minorité ou assurer la sécurité du plus grand nombre? Quand vous êtes gouvernant, vous faites face à ce type de dilemme. Et il faut choisir
la solution qui soit la solution la plus profitable pour le plus grand nombre. Je ne vais pas faire comme M. Limbilobé, mais je rappelle simplement que le Christ, lui, il s'est sacrifié pour l'humanité. C'est-à-dire une vie pour que l'humanité survive. C'est à ce type de dilemme que vous devez faire face. Donc, si effectivement, vous avez une manifestation qui va être organisée et qui peut engendrer un certain nombre de troubles, aux conséquences incalculables, vous choisissez d'empêcher que cette manifestation ait lieu. Cela met en mal, justement, les droits qui devraient pouvoir être respectés, soit encadrés. Ça permet de garantir la sécurité du plus grand nombre. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça ne met pas mal ces droits-là, non. Ça permet de garantir la sécurité du plus grand nombre. Et c'est à ce type de dilemme que l'État, le gouvernement fait face. Autre chose, j'ai entendu M. Nanga prétendre que le gouvernement fait tout pour conserver le pouvoir. Je ne savais pas que l'objectif des droits de l'homme, c'était d'empêcher aux citoyens de s'exprimer librement et de choisir ceux qui doivent être élus à la magistrature suprême. Monsieur Nanga considère qu'il y aurait des droits de l'homme si le MSC arrive au pouvoir, mais ce n'est pas le gouvernement. Monsieur, vous l'avez pas dit. Vous l'avez pas dit. Voilà, okay. Je requalifie ces propos. Non. Ce n'est pas le gouvernement qui a empêché au MSC d'aller aux élections. Je tiens à vous prendre un dernier exemple pour sortir de là. Le Bénin. Au Bénin, après qu'on ait eu un opposant qui soit arrivé au pouvoir, aujourd'hui, on a revu le processus électoral et qu'est-ce que vous avez là-bas? Vous avez l'opposition qui a un seul député à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore le cas au Cameroun. Bon, est-ce qu'on va dire que on respecte davantage les droits de l'homme au Cameroun, notamment les droits civils et politiques, qu'au Bénin? Abel, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas d'espèce? Doit-on reformer ou refonder carrément l'ensemble du corpus législatif autour des droits de l'homme pour permettre justement aux Camerounais d'être mieux à l'aise dans cet engrenage, cet avantage nouveau? Il faut aussi également relever qu'il y a un instrument qui est au Cameroun qu'on appelle la Commission des droits de l'homme, mais qui ne se fait pas beaucoup entendre autour des questions liées aux droits de l'homme. Allez lui demander pourquoi il ne vient pas sur vos plateaux se faire entendre. Je ne vois pas pourquoi je débattrai là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le président de la Cour suprême disait en 2013, la démesure dans l'expression des libertés au Cameroun. C'est à ça que nous assistons dans ce plateau. Où les gens, parfois, peut-être sans le savoir, exposent leurs limites. Exposent ça gravement. Dans un pays où des gens sont très instruits et vous écoutent, et les gens vous écoutent à l'étranger, et voient comment vous pataugez, vous faites des amalgames entre les droits et les garanties et les devoirs, et patati patata, tout ça se mêle dans vos têtes. Quand un État ou un texte dit que l'État garantit le droit à l'éducation, est-ce que c'est la même chose que l'État doit éduquer tout le monde? C'est la même chose. Si on dit que l'État garantit le droit à l'instruction, si on dit que l'État garantit le droit à l'instruction, cela veut dire qu'il s'interdit d'avoir des politiques discriminatoires qui empêchent certaines personnes de s'instruire. Mais cela ne veut pas dire que l'État va vous forcer de vous instruire. Cela ne veut pas dire que l'État va vous prendre de fait et vous instruire. Par contre, cela amène l'État à être organisé de telle sorte que chaque fois que vous voulez vous instruire, vous pouvez vous instruire. Voilà, très bien ça. Mais ça ne contraint pas l'État de vous instruire. Quand l'État dit dans la Constitution que vous êtes libre de vous installer partout, il ajoute sous réserve de. Et Daniel Lassalle, parce que quand je cite la Bible, ça donne des étiquettes en guépi qui n'en sait pas grand-chose. Mais je pense qu'il sait grand-chose sur Daniel Lassalle, parce qu'il est à l'école occidentale, les véhicules du néocolonialisme. Daniel Lassalle dit, et c'est le premier président de la Cour suprême qui le cite, la liberté
mais cependant pas absolue. Elle est restreinte par de nombreuses limites. Puis Jean-Paul Sartre ajoute, être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut. Parce qu'il paraît que dans l'esprit des démagogues qui mélangent le respect des droits de l'homme et les outils qu'ils doivent utiliser pour conquérir le pouvoir, ils parviennent à faire croire que s'ils arrivent au pouvoir, le respect des droits de l'homme va correspondre avec la liberté de faire tout ce qu'on veut. Mais ce sont les chantres des droits de l'homme qui vous disent que être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut. Mais c'est vouloir faire ce que l'on peut. C'est-à-dire que la société définit ce qui est possible. Elle définit ce qui ne doit pas être fait. Et vous ne pouvez donc pas, parce que vous êtes porteur d'une propagande venue d'ailleurs, considérer que si une société donnée a défini ce qu'il ne faut pas faire, elle est une mauvaise société parce que dans l'autre société, on a dit que ce qu'il ne faut pas faire ici, il faut le faire là-bas. Au moment où nous parlons, Et on vous soutiendra avec ça parce que... je crois que vous êtes très pressé que je chute. Quand je veux voir le temps que vous donnez aux autres, je suis surpris. Mais comme je ne conteste pas, Ne contestez pas, s'il vous plaît. au moment où nous parlons, vous avez deux grands débats en Occident. Premièrement, sur l'euthanasie. C'est-à-dire que vous avez des gens en Occident qui sont en train d'œuvrer pour que l'euthanasie devienne un droit de l'homme. C'est-à-dire que vous avez des gens en Occident qui œuvrent pour que le médecin qui est chargé, qui a été conçu pour préserver la vie, devienne apte à supprimer la vie. Et vous voyez très bien dans ces sociétés-là que vous voulez prendre comme inspirateur de vos attitudes de lutte pour les droits de l'homme, vous voyez très bien le débat qu'il y a dans ces sociétés. Demain, si l'euthanasie est adoptée en France, on ne sera plus une société de droits de l'homme au Cameroun, parce que nos valeurs culturelles ne nous prédisposent pas à supprimer la vie, mais à accompagner notre malade, quelle que soit la gravité de sa maladie. D'accord. En Occident, au moment où je parle, vous avez des gens qui demandent à avoir le droit à l'inceste. En Allemagne, ce débat a cours. En Nouvelle-Zélande aussi. C'est-à-dire que je suis un père, mais je dois avoir le droit d'aimer ma fille et d'avoir des relations sexuelles avec ma fille. On existe dans aucun instrument. Mais le jour où la Nouvelle-Zélande va inscrire, le jour où l'Allemagne va inscrire cela dans un instrument de toutes les façons pour que l'Allemagne C'était la Bible. Oui, c'est ça. pour que la Nouvelle-Zélande inscrive cela dans les instruments internationaux, elle ne vient pas prendre son énergie chez vous. D'accord. Elle le fait. Et vous serez chargé de faire la propagande. Merci Abel. Je termine, laissez-moi terminer en douceur. Non, vous me pressez et il y a de nombreuses interférences, des gens qui ont des idées. Allez-y donc, terminez s'il vous plaît. Pour finir, j'ai comme l'impression que les serviteurs des droits de l'homme ont un projet politique. Mais ils n'ont pas le courage de dire notre projet politique, donnez-nous le pouvoir. Notre projet politique, c'est que si nous arrivons, eh bien, tout le monde sera logé, ce sera le respect aux droits de logement. Tout le monde aura la nourriture, ce sera le respect aux droits de la nourriture. Tout le monde aura la voiture. Tout le monde sera transporté. Du blabla qui relève de la démagogie, qui risque de donner à certains de nos plateaux de télévision une certaine forme, un goût insipide. D'accord. Alors, on ne veut pas rester dans ce goût insipide, mais on veut précisément nous dire ce qu'il y a lieu de faire
pour qu'on soit dans un environnement où ces droits sont respectés. Oui, d'abord, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de penser à rejeter ceux qui sont mauvais dans sa Bible qu'il lit là, parce qu'il n'a pas d'inceste. Et tiens à lui rappeler Et t'as pas que dit pas non, ce chaque soir. jour qu'il lit la Bible là, l'inceste est dans la Bible là, qu'il lit tous les jours ici. Donc quand il vient parler des stocks occidentaux là, celui qui fait citer les auteurs occidentaux, coloniaux, nous ne le faisons pas. Nous parlons des droits de l'homme. Dans aucun instrument des droits de l'homme, on ne parle de ce qu'il a dit. On ne parle pas d'inceste. On ne parle pas de pédérastie, on ne parle pas de ça. Maintenant, il y a des sociétés qui sont aventurées dans ça. Ces sociétés-là, ils ont leur culture à eux de le faire et nous condamnons cela. Maintenant, nous disons, dans les droits de l'homme, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est de penser à avoir une justice équitable pour tous. C'est commencer par respecter l'état de droit. C'est quoi ce respect de l'état de droit? Et c'est vrai que lorsque quelqu'un organise une manifestation et que l'ordre gouvernant vient interdire, toute personne qui manifeste doit être arrêtée. Je vais parler du 22 septembre pour parler des droits de l'homme. Nous avons manifesté à Yaoundé, nous avons manifesté à Douala, nos militants ont été arrêtés, certains ont été arrêtés, mais à Ebolova, l'ordre gouvernant, le LDPC a manifesté le 22 septembre. Personne n'a été interpellé ni arrêté. On parle des droits de l'homme. Comment peut-on justifier que dans un état de droit, supposé de droit, le 22 septembre, on dit aucune manifestation au Cameroun, d'autres manifestent à Yaoundé, à Douala, on les arrête, d'autres à Ebolova pour dire Paul Biya Ayo, on ne les arrête pas. Ceux qui disent Paul Biya Mosgo, à Douala, on les arrête. Non, alors que la manifestation est interdite, peu importe le but, parce qu'il y avait la COVID-19. Donc, il faudrait d'abord que les Camerounais, que le Cameroun, on commence d'abord par respecter les droits de l'homme. Même l'autorité, on se rappelle, je vous parle dans les droits de l'homme, le gouverneur du littoral, il avait pris un arrêté, une mesure, en disant, on n'entre pas Bonanjo, parce qu'il y a passé la COVID-19. En même temps qu'il a pris cette mesure-là, il a reçu au moins 500 benskiner. Et il a laissé le RDPC recevoir 500 benskiner en faisant une partie de Bonanjo. À Douala 5e où je vis, le sous-préfet de Douala 5e a reçu plus de 300 benskiner à la préfecture le 21 septembre. Et ça, il doit être inquiété. Et il faut vraiment qu'on dise aux citoyens que ces instruments, quand ils font tout cela, ils sont en train de violer les droits de l'homme. Parce que la justice, le respect de l'état de droit, l'égalité des citoyens devant la justice fait partie des instruments des droits de l'homme. Contrairement à ce qu'a pu faire croire, a pu dire sur ce plateau, M. Rufo, je vais encore le rappeler, les 3 générations des droits de l'homme, les 3 générations, les droits civiques et politiques, est-ce que vous passez le temps à croire que c'est ça qui... quand on parle de comment les droits de l'homme, on parle que de cela. Et parce que quand on parle de ça, ça vous arrange, vous allez opposer l'état de droit, vous allez opposer l'autorité de l'État, comme tout à l'heure vous essayez de le faire. La première génération. La seconde génération, ce sont les droits sociaux, culturels et économiques. Ça voudrait donc dire quoi? Que si dans votre programme de gouvernance, par exemple, pour votre programme 2010 sur le document stratégique de la réduction sur la pauvreté, vous avez dit qu'il faudrait réduire la pauvreté camerounaise de 75% à moins de 50%. Mais entre 2000 et 2010, soit en 2020, est-ce que vos objectifs ont été atteints? Non. C'est une violation des droits de l'homme. C'est vous qui avez mis sur pied ce document-là. Et tiens à le rappeler. Non, permettez-moi. Et tiens à le rappeler. Je tiens à le rappeler. J'ai le sentiment que c'est vous qui ne comprenez pas ce que sont les droits de l'homme. Je tiens à lui rappeler. Monsieur, vous aurez votre temps de parole. Vous aurez votre temps de parole. Quand vous prétendez que de n'avoir pas respecté un objectif qu'on s'est fixé, c'est une violation des droits de l'homme, soyons sérieux. Bon, écoutez, monsieur Rifou, vous aurez votre temps de parole. Je tiens à vous rappeler que lorsqu'un citoyen, tout à l'heure j'ai su ce plateau dire que l'État n'est pas obligé. Non, l'éducation est un droit absolu. Voilà pourquoi dans la Constitution il est inscrit que l'accès à la base est obligatoire. C'est dire que l'État a obligation. C'est-à-dire que l'État... C'est-à-dire que l'État a obligation. Vous ne pouvez pas être un parent, vous retenez votre enfant de 7 ans à la maison. Vous ne pouvez pas. Parce que votre enfant de 7 ans,
doit obligatoirement être inscrit quelque C'est part. écrit Pour qu'il soit inscrit quelque part, allez lire les documents, allez lire les documents s'il vous plaît. Regardez-moi cela. Pour qu'il pour que ça puisse être respecté, l'État a également obligation de construire les établissements scolaires, les écoles. Parce qu'on ne peut pas dire à l'État, on ne peut pas dire l'éducation est un droit et ne pas construire les établissements scolaires. Ça ne marche pas. Où est-ce que les enfants vont aller apprendre si l'État ne construit pas d'infrastructures pour les accueillir? Si on dit que la santé est un droit, où est-ce que les gens iront se soigner si l'État ne met pas sur pied des mécanismes qui des infrastructures pour la santé? Si on parle de la réduction, du taux de mortalité infantile, qu'est-ce que tu as fait? Donc il faudrait qu'on dise donc à mon avis que tous ces instruments-là font partie intégrante des droits de l'homme. Maintenant, pour chuter, la troisième génération consiste la troisième génération sur les droits environnementaux et nouvelles technologies et de l'information et de la communication. On l'a bien vu. Dans ce cas, que ça suppose? Ça suppose quoi? Que les citoyens aujourd'hui, par exemple, l'État a pris un engagement entre 2010 et 2020 dans leur fameux programme de dire qu'on devrait réduire la facture numérique. Non, on devrait réduire, pas la facture numérique, on devrait réduire le taux d'utilisation d'essence de bois, du charbon, de 75% en zone rurale, les ramener à moins de 50%. Est-ce que l'État a pu satisfaire les populations par rapport à cela? Non. Ça veut dire quoi? Puisque l'État chaque jour parle de la protection environnementale, quand on continue à détruire les forêts, quand on construit à déboiser, sans que les populations locales ne puissent tirer une source substantielle. Est-ce que l'État respecte le droit de ces citoyens qui vivent dans cette zone? Parce qu'effectivement, si vous déracinez une source de substance de population, vous devez offrir à cette population une source alternative. Lorsque vous ne faites pas une source alternative, vous êtes en train de violer leurs droits. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire que les droits de l'homme se limitent uniquement aux libertés civiles et politiques. Non. C'est un tout et tout le monde devrait être conscient de cela. Sur cette question-là, il faut les améliorer, ces droits. C'est un fait, M. Moutomé, je vous ai dit d'entrée de jeu ici, au risque de me répéter, c'est un construit. Voyez-vous, c'est un idéal vers lequel on tend. Mais c'est un idéal qui est difficilement accessible. Non, moi, si vous avez vu mon axe sur lequel, depuis, je fais que construire mon analyse, c'est sur les valeurs. C'est-à-dire, c'est d'intégrer, effectivement, tout ce qu'on parle sont des valeurs. Voyez-vous, que ce soit des valeurs importées ou des valeurs endogénisées, c'est effectivement de comprendre le mécanisme d'applicabilité de celui-ci, c'est-à-dire comment les mettre en exergue. C'est de ça qu'il est question. C'est là où se pose tout le problème. Il est non moins question, n'est-ce pas, parce que le Cameroun est parti pris de toutes ces conventions internationales. C'est là le hiatus. On ne peut pas avoir été membre de toutes ces conventions, avoir signé pour dire effectivement on va venir les appliquer chez nous. Et je réitère, c'est vous qui avez pris la question. Comment faire pour sortir de cette disparité? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On a des instruments, mais quand on passe de la pratique, c'est comme si on est dans le jour et de la nuit de l'autre côté. Comment faire pour ne plus être dans cette disparité, dans cette façon de voir les choses qui ne donne pas l'avantage au Cameroun d'être considéré sur le plan international comme étant une nation où on respecte les droits de l'homme? Comment faire? Effectivement, vous me donnez une opportunité. Et j'espère que vous n'allez pas parler du haut sujet, effectivement. Je n'ai pas évoqué la question, je veux répondre à la question. Effectivement, votre question me donne l'opportunité de pouvoir dire qu'il faut changer de gouvernant. C'est eux qui violent, n'est-ce pas, nos libertés fondamentales. C'est de ça qu'il est question. Changer simplement le gouvernement, ça résout la violation des droits de l'homme? Si vous avez des individus qui, au quotidien, ne respectent pas les droits, c'est-à-dire on dit nous sommes en état de droit, et qui ne respectent pas les lois qu'on s'est soi-même fixées, voyez-vous, c'est eux le problème. C'est ça qu'il est question. Il faut changer ces gens pour qu'on ait de nouveaux mécanismes de mise en application, effectivement, des lois nationales et internationales dont on est partie prenante. C'est ça qu'il est question. La question est aussi simple que ça, M. Moutomé. Il faut changer de gouvernance. Tout simplement.
Philippe, vous pensez qu'il faut changer le gouvernement pour respecter les droits de l'homme au Un Cameroun? gouvernant, des mentalités qui vont avec. Je crois que je l'ai dit tout au long de mon analyse tout à l'heure, en disant qu'en réalité, nous avons des gouvernants qui ne s'accommodent pas aux droits de l'homme. Parce que leur schéma, leur système de gouvernance, leur projet, n'est-ce pas, de société, ne s'accommode pas, n'est-ce pas, aux droits de l'homme. Et donc, Dr. Rufoué a joué le malin en interprétant que j'étais en train de dire que il faut favoriser l'arrivée au pouvoir d'une formation politique. C'est rien à voir. Je veux dire que c'est légitime pour un parti politique de se battre pour se maintenir au pouvoir. Mais ça devient inacceptable pour un parti politique de se battre à tous les prix. Et par tous les prix pour se maintenir au pouvoir, ça devient un problème. Et c'est le cas, malheureusement, que nous vivons. C'est pour ça que je suis d'accord avec Ndjok. Je pense que les gouvernants actuels ne s'accommodent pas du tout. La preuve, vous voyez ce qui arrive même à leurs propres militants. Je vous ai cité Amadou Bamouké. C'est leur militant. Le professeur Mendoza qui vient de crever en prison, c'est leur militant. Ils sont nombreux qui sont en prison, ce sont leurs militants. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont eu des comportements qui ne s'accommodaient pas à leur ligne politique et puis ils ont été pris et ils sont en train d'être punis en prison. Vous avez, n'est-ce pas, un cas actuel que nous avons mis en avant d'ailleurs dans notre dernier rapport sur les droits de l'homme, c'est le cas de Messanga Nyamdi, qui est victime de menaces et intimidations. Qu'est-ce que le cas de Messanga Nyamdi a à voir avec les droits de l'homme? Mais justement, Messanga Nyamdi est victime de ce que nous appelons les menaces et intimidations. Si vous lisez, n'est-ce pas, le pacte international justement relatif aux droits civils et politiques, si vous voulez, n'est-ce pas, la convention sur la torture, vous allez voir que M. Messanga Nyamdi est justement victime de ça. Et ce sont des droits de l'homme. Parce que sa vie est menacée. Sa vie est menacée, il l'a dit. De lui-même, sa vie est menacée sur la base de ses opinions. Donc il y a là la violation de la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui a une opinion contraire à ses camarades. Et ses camarades du parti ont décidé de le menacer, de le nuire, de violer ses droits, simplement parce qu'il a une opinion contraire à ses camarades. Voilà le cynisme de nos gouvernants. Même si vous êtes des leurs et que vous avez une opinion contraire, mais ils trouvent le moyen de vous saquer et vous mettre en danger. Vous avez aujourd'hui un professeur émérite comme celui-là qui est en danger de mort. Il crie et pleure. Et ça, j'appelle ici, je profite à travers votre antenne pour appeler les gouvernants actuels qu'attention à ce qui va arriver au professeur Messanga Nyamdi. Ils seront responsables de ce qui va arriver à ce monsieur, qui est en train de se plaindre depuis quelque temps des menaces et intimidations dont il fait objet, pour le seul fait qu'il a une opinion contraire à ses camarades. Maintenant, je vais revenir un peu sur l'accès à l'éducation, pour dire que les États ont l'obligation de favoriser l'accès à l'éducation. Je suis d'accord avec Elim Bilobé qu'il n'est pas ainsi que l'État, le gouvernement doit obliger les gens à aller à l'école. Mais le gouvernement doit mettre tout en œuvre pour que les gens aient accès à l'école. Et c'est pour ça que vous allez voir dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, il est clairement inscrit que l'accès à l'école est gratuit pour tous les enfants de 0 à 18 ans. 18 écoles gratuites. Vous voyez? Et donc, parce que quand il y a quelques années, le président Biya faisait une communication qui n'a jamais été respectée par ailleurs, que désormais l'école primaire publique était gratuite au Cameroun, les gens ont applaudi. Alors qu'en réalité, il était en train de s'aligner à une convention internationale dont il était partie prenante. Mais ça n'a jamais été respecté aujourd'hui. Même l'école primaire dont le président a dit de lui-même que ce sera gratuit en conformité avec les instruments internationaux, ça n'a jamais été le cas. Et je ne vais pas parler des lycées et consorts. Donc, il faut que les Camerounais le sachent et nous faisons un plaidoyer là-dessus depuis quelques années, n'est-ce pas, pour que le Cameroun respecte cet engagement-là, parce que l'éducation, c'est fondamental pour le développement de tout pays. Quand un État, donc, ne respecte pas, n'est-ce pas, un instrument comme celui-là, qui en réalité est la base de son développement, est-ce que cet État est aligné au développement? J'en doute. Et je crois qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur cette question précise de l'accès à l'éducation, parce que c'est un problème, M. Moutomé. D'année en année, si vous faites le tour des écoles privées
des écoles privées primaires ou secondaires, d'année en année, comment on appelle ça, la pension augmente. D'année en année. Aujourd'hui, pour que votre enfant aille à l'école, vous devez être un homme riche. Les pauvres n'ont plus accès à l'école au Cameroun. Vous le savez. Donc, c'est un problème. Docteur Rifeu, on va sortir avec vous sur cette question des droits de l'homme parce qu'on va évoquer, peut-être avec le temps qui nous reste, la problématique de ce vaccin AstraZeneca que le Cameroun a réceptionné samedi dernier. Mais avant d'y arriver, il y a un appel criard de la population, des organisations civiles, des partis politiques à voir respecter les droits de l'homme. Écoutez, je vous ai indiqué tout à l'heure que de manière systématique, il peut y avoir un dilemme dans la possibilité que les États ont, et le Cameroun ne fait pas exception à la règle, de respecter les droits de l'homme. Maintenant, je crois que Abel Elim Bilobe a indiqué que garantie, ça ne signifie pas s'obliger à. Parce que c'est la lecture que M. Nguepi a. Garantir l'accès au logement ne signifie pas construire des logements qu'on va mettre à la disposition des citoyens. C'est dangereux ce que vous dites, docteur. Si, je maintiens, oui, je maintiens. S'il vous plaît, donc pouvoir le faire. Non, vous l'avez dit, ce n'est pas ce que ça signifie. Je suis de la SIC. Ce n'est pas ce que ça. Ce n'est pas ce que. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Docteur. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que ça signifie. Parce que ce que ça signifierait, si on s'en tient, ce que ça signifierait, c'est qu'il faudrait que l'État trouve un logement, l'État octroie à chaque citoyen un logement à partir du moment peut-être où, si on définit en se disant la borne c'est 18 ans, dès que vous avez 18 ans, ça signifierait que quand vous avez 18 ans, il faut que l'État vous trouve un logement qui soit un logement décent. Ça n'existe nulle part. Mais je dis ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. S'il vous plaît. Que l'État crée des conditions. Mais créer les conditions, ça ne signifie pas créer les conditions, ça ne signifie pas bâtir soi-même. C'est mettre en place, c'est mettre en place les politiques. Les politiques, ça peut être la réglementation simplement. C'est-à-dire construire le cadre. C'est ça, mettre en place les politiques. Ça peut être, s'il vous plaît, ça peut être des instruments comme la SIC. Mais ces instruments-là sont des instruments limités. L'État peut se limiter à organiser le secteur. C'est ce qui se fait aux États-Unis, où, pour parler de l'éducation, c'est-à-dire la plupart des établissements sont des établissements privés. Est-ce que ça signifie que l'État américain, voilà, est-ce que ça signifie que l'État américain ne garantit pas l'accès à l'éducation? Mais l'État ne subventionne rien. Ça veut dire quoi? Vous agitez pour rien. Vous agitez pour rien. Pire, aux États-Unis. Dans quel État? Aux États-Unis, je dis de manière globale. Aux États-Unis, que là-bas, ça ne sert à rien de vous agiter. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Vous n'avez pas dit ça? Je sais, je vais aller au bout de mon raisonnement. Il faut écouter, il faut revoir. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Aux États-Unis, les études, la plupart des étudiants s'endettent pour payer leurs études universitaires. Et qui garantit la Monsieur Nguepi, s'il vous plaît. Parfois, vous devez travailler pendant 10-15 ans pour rembourser ce que vous avez emprunté pour vos études universitaires. Monsieur Nguepi, s'il vous plaît, ne vous agitez pas pour rien. Ça ne signifie pas que l'État américain ne garantit pas l'accès à l'éducation. Ça ne le signifie absolument pas. Donc, il faut faire attention à ce type d'interprétation qui veut faire reposer la charge de toutes les actions qui peuvent être posées sur l'État et sur le gouvernement. Le temps de l'État-providence est terminé. Je suppose que c'est ce que vous promettez à vos citoyens. Ça n'arrivera plus jamais, et il faut leur dire. Ce n'est pas en tout requalifiant dans les termes de droits de l'homme que vous allez reporter toute la charge de l'action publique sur le compte du gouvernement. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Merci beaucoup à vous sur cette problématique. Et Abel, on va pas y revenir. Je sais que vous brûlez d'envie. Je sais que vous brûlez d'envie de dire quelque chose sur la question. Je voulais juste rappeler à nos téléspectateurs de bien se rendre compte de
quel type d'aventure on peut avoir si une certaine catégorie de personnes qui ont des lectures très simplistes des missions de l'État arriver aux affaires. Ce sera des échecs garantis parce que ils se seront engagés Et l'État s'est à gagné. faire des choses qu'ils découvriront qu'ils ne peuvent pas D'accord, faire. merci beaucoup sur la précision que vous avez apportée. Alors, on va prendre, pour sortir de cette émission de ce soir, à la dernière thématique. Il nous reste à peu près, si mon chrono est exact, 20 minutes. Ça fait 3 minutes pour chacun d'entre vous. Je voudrais avoir votre avis sur la perspective actuelle. Le Cameroun, dans la lutte contre la pandémie Covid-19, a opté pour la vaccination, comme d'ailleurs plusieurs pays à travers le monde. Il y a plusieurs vaccins qui sont proposés sur la place internationale. Il y a le Sinopharm de la Chine, il y a l'AstraZeneca qui nous vient de la Suède et de la Grande-Bretagne. Nous avons également à côté Sputnik 5 qui nous vient de la Russie, même si des recherches se poursuivent pour proposer d'autres vaccins. Pour l'heure, le Cameroun a déjà réceptionné une première vague de Sinopharm, même 200 000 doses qui ont été reparties à travers le pays. Près de 400 autres doses, voilà, d'AstraZeneca ont été réceptionnées samedi dernier par le ministre de la Santé publique, le Dr Manabou Damalachi, en lieu et place du Premier ministre chef du gouvernement. Mais des questions restent en suspens. Pourquoi encore l'AstraZeneca, pour lequel le Conseil scientifique camerounais s'est déjà prononcé en demandant d'observer quelques prudence ou beaucoup de prudence autour de ce vaccin-là, Abel, un vaccin qui fait quand même des ravages et qui a été interdit notamment au Danemark. On a vu une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. L'un des responsables de la santé, en pleine conférence de presse, est tombé après avoir été vacciné à l'AstraZeneca. Il est toujours dans ce genre de situation extrêmement simpliste et pernicieux de s'informer sur les réseaux sociaux où les sources des informations qui sont publiées ne sont pas contrôlées et n'engagent pratiquement Alors personne. cette vidéo a été relayée également par des chaînes de télévision françaises, belges et autres. Et pourtant, la France a bien remis sur la sellette le vaccin AstraZeneca. La Grande-Bretagne, qui est un pays de science, n'a pas interdit cela. La Suède elle-même n'a pas interdit. Bien d'autres pays avaient émis ces réserves-là et ont réhabilité ce vaccin. Parce que les relations physico-chimiques entre le vaccin et les phénomènes observés, il y a eu des phénomènes qui ont été observés. Par exemple, les phénomènes d'embolie du système vasculaire, etc., formation des caillots de sang. Mais personne n'a établi de façon rigoureuse et certaine que c'est ça, la molécule-là qui créait ça. C'est pour ça que beaucoup d'États ont réhabilité ce vaccin. Donc, c'est un débat qui ne se fait pas par les profanes. Malheureusement, nous sommes dans un pays où, comme les micros partent chez tout le monde est devenu savant, tout le monde parle de tout. Dans des matières comme celle-là, je considère, sous quelques réserves, que le gouvernement détient la compétence nécessaire pour nous dire quel est le vaccin qui peut aller avec les spécificités probables du virus camerounais. Tant il est qu'on est en train de croire qu'il y a une variante camerounaise comme il y a une variante sud-africaine, etc. C'est une responsabilité du gouvernement, pas celle des discoureurs. Comme on vient de voir tous ces discours sur les droits de l'homme où tout est mélangé dans la tête de ceux qui parlent. Donc je suis de ceux qui pensent que si le gouvernement, en utilisant le principe de précaution, bien sûr, qui est un principe scientifique important, quand vous avez le doute, vous vous abstenez. S'il y a des doutes, si la communauté scientifique camerounaise persiste à émettre des doutes sur la qualité de ce vaccin, la bonne posture gouvernementale serait de s'abstenir de l'utiliser. Maintenant, si le gouvernement l'utilise malgré
Et je ne sais pas si le gouvernement est en train d'utiliser ou bien de préconiser ce vaccin, malgré les recommandations du comité scientifique national, parce que les recommandations du comité scientifique peuvent évoluer. Oui. En France, on a d'abord interdit et moins d'une semaine après, on a remis. Oui. Donc, les recommandations du comité scientifique camerounais peuvent aussi évoluer et permettre au gouvernement aujourd'hui de tirer aussi profit de cette autre variante de vaccin. Parce que le problème du gouvernement, tel que j'ai pu le comprendre, c'est d'éviter d'avoir un seul vaccin avec les risques de rupture de stock. Et donc de pouvoir vacciner avec plusieurs qualités de vaccins, tant il est qu'on arrive au même objectif, qui serait de protéger nos citoyens contre ce virus. Alain Ndepé, sur cette question du vaccin, certains acteurs politiques évoquent la question d'une cacophonie. Le gouvernement a du mal à trouver son véritable axe ou alors de choisir un vaccin qui pourrait être le mieux utilisé à travers le triangle national. Oui, il faut dire que c'est déplorable quand le gouvernement est lassé sur les questions de santé publique. Parce que le gouvernement, on a l'impression que le gouvernement camerounais ne sait même pas ce qu'il fait. Depuis que cette affaire de coronavirus a commencé, le gouvernement camerounais est très laxiste, on ne prend aucune mesure réelle. La vaccination est une bonne chose. D'abord qu'on le dit, ce n'est pas mauvaise. Vacciner les populations contre une épidémie, c'est bien. Mais ce qui dérange, c'est le doute qui est créé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler de vaccin sans même que le comité scientifique camerounais puisse vraiment se prononcer dessus. Nous aurions aimé qu'il y ait sur place, sur pied, un comité scientifique camerounais, que c'est eux qui portent ce débat-là sur le vaccin, que c'est eux qui informent le grand public sur ce vaccin. Parce que chaque fois, dans toutes les sociétés, chaque fois qu'il y a eu une épidémie, les personnes ont été réticentes au vaccin. Maintenant, quand ceci est dit, il faut aussi qu'on se dise quelque chose, c'est que dans la plupart des pays où on a eu à introduire des vaccins, il y a eu des variantes qui apparemment ont apparu. Par exemple, au Cameroun, par exemple, nous sommes à 600 000 doses réceptionnées déjà. 600 000 doses. 600 000 doses représentent à peu près 2% sur l'échelle, 2,5% dans l'échelle de la population camerounaise, en supposant que nous sommes à 2 500 à 25 millions de Camerounais. Tandis que la Chine a vacciné à peine 15 millions de Chinois, d'à peine 1%. Ils ont émis des réserves, ils ont dit qu'ils vont le faire année par année. Ils n'ont pas dévoilé une seule fois. Parce qu'ils veulent maîtriser les variantes, parce qu'ils disent que les variantes peuvent venir avec des effets secondaires et consorts. Mais je vais encore laisser ce débat-là qui ne m'intéresse pas franchement. Je voudrais encore aller plus loin en disant ceci. Oui, en disant ceci. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas pensé à créer son propre vaccin? Pourquoi l'État camerounais n'a pas financé pour la création de son propre vaccin? Vous avez l'impression que les deux vaccins qui sont introduits au Cameroun, c'est une guerre des rétrocommissions. C'est-à-dire, des gens ont négocié des rétrocommissions en Chine, d'autres ont négocié en Suède, et ces rétrocommissions s'affrontent pour le mal-être du peuple camerounais. Et s'il fallait même adopter un vaccin, il faudrait aussi qu'on donne un protocole. Pourquoi est-ce que les grabataires, ces personnes du troisième âge, qui sont les personnes qui sont les plus affectées par le coronavirus, ne se vaccinent pas? Et au plus haut lieu, M. Biapol, il est au président de la République. Pourquoi est-ce que les chefs de l'État camerounais ne donnent pas l'exemple en se vaccinant? Va-t-il nous faire croire que lui, il impose au Cameroun un vaccin, mais lui qui est la personne la plus vulnérable, vu de par son âge, ne se vaccine pas et impose donc à la jeunesse, parce que ceux qui soignent, le personnel soignant qu'on impose cette vaccination-là, ils ont moins de 50 ans et ils ne sont pas acceptés par ce vaccin. Donc pourquoi est-ce que... Je rappelle que le vaccin est gratuit. Non, je ne suis pas dans ce cas-là. Je dis bien que ceux qui sont atteints du coronavirus dans le monde entier, ceux qui sont là, ceux qui sont atteints sont les personnes qui sont de âge. Pourquoi est-ce que M. Biapol ne se vaccine pas pour donner le lancement à ce vaccin-là? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un complot derrière cela? Pourquoi la réticence des populations par rapport au vaccin Sinopharm est critiquée par les populations? Certains estiment ne pas véritablement faire confiance à ce vaccin. Déjà, on nous parle d'AstraZeneca qui avait été rejeté, mais qui est quand même là, et qui doit pouvoir compléter les doses qui avaient déjà été réceptionnées par le Cameroun. Bien, M. Thomas, je voulais déjà professer ici mon non-connaissance de ce milieu.
Mais en venant à votre émission, j'ai eu la chance de discuter avec un médecin très connu sur la place publique, le docteur Roger Etoile, de ces questions, qui me rappelait effectivement que pour qu'on choisisse un vaccin, il y a un certain nombre d'éléments, au moins 3 ou 4, qui doivent être respectés. D'abord, l'efficacité du vaccin. Et il me semble qu'ici, le premier vaccin, le Sinopharm, est le moins efficace sur la scène internationale, c'est-à-dire 65% en termes de résultats. Voyez-vous, sa disponibilité. Troisième des choses, le coût et seulement les éléments techniques. Il me semble que de tous les vaccins, les 4 variants qui ont été trouvés jusqu'ici, c'est le Pfizer, c'est-à-dire le vaccin américain, qui dont l'efficacité est élevée à 95% par là. Vous voyez que même la France n'a pas souscrit parce qu'il y a des éléments techniques. Apparemment, il doit être conservé à une certaine... Il faut les températures sur les 50. Même la France n'a pas pu souscrire à ça. Dans le Cameroun, on veut bien comprendre que nous, on n'a pas d'argent. Voyez-vous, la preuve en est que ce vaccin Pfizer n'a que vacciné les États-Unis et son allié l'Iran, pour le moment. Et c'est le plus efficace, voyez-vous, et même en termes de technologie. Parce qu'il me semble que Elimbi a essayé d'expliquer ça, la molécule et ce qui a été fait. On a parlé d'une avancée technologique qui permettrait d'évoluer. Mais moi, je voudrais avoir une deuxième grille de lecture. Pourquoi nous nous réunions jusqu'ici? Le Cameroun n'achète pas ces vaccins, il me semble, jusqu'à date. On a dit que c'est parce qu'on a souscrit un protocole COVAX, dont ils nous sont donnés gratuits jusqu'ici. Et peut-être parce qu'ils sont moins chers sur le marché, on peut les avoir. Mais au-delà de ça, je voulais avoir une autre grille de lecture. Nous sommes là dans la géopolitique mondiale. Voyez-vous, notamment la géopolitique de la vaccination. Vous voyez la guerre qui se joue entre les grands. Un peu. Et on ne va pas éluder, n'est-ce pas, ce qu'a convoqué Alex Guépi ici. Effectivement, nous sommes là dans la bagarre. La Chine vous offre son vaccin, les Européens vous offrent le leur, la Russie également vous envoie le leur, et nous on est obligés de les avoir, voyez-vous, parce qu'ils sont gratuits, on n'a pas les moyens. Parce qu'en principe, si on avait les moyens, on devait souscrire au Pfizer. Et j'ai cité les éléments pour lesquels il n'est pas facile pour nous de pouvoir souscrire au Pfizer, parce que même les grandes puissances qui ont souscrit à ça ne l'ont pas encore. Donc le Cameroun n'ayant pas ces moyens, on est obligé de faire avec. Et il nous semble qu'à date, le vaccin soit le meilleur moyen de protection. Il me semble qu'en termes de garantie, on a deux mécanismes d'immunité. L'immunité naturelle et l'immunité artificielle. Donc le vaccin, on est obligé de souscrire à ça. Mais n'attendez donc pas que ceux-mêmes qui sont censés vacciner savent effectivement que ces vaccins, je prends le cas de AstraZeneca ou bien on vous dit, on l'a fait à partir d'un protocole, je ne sais pas, je ne vais pas la terre, je ne vais pas utiliser un langage technique ici, qu'on l'a fait à partir des particules du chimpanzé. Donc les médecins, eux, ils savent comment ça a été fait. Et ils savent qu'au bout, peut-être maintenant ça n'aura pas un effet sur eux, mais Thomas, cet ADN du chimpanzé qu'on va t'inoculer là, ça peut avoir des incidences sur tes enfants. Peut-être pas sur toi pour le moment, c'est pour ça que vous voyez un peu la prudence. Je parle un peu. Il n'est pas d'accord avec vous. Non, l'Indien est chimiste, il s'y connaît dans la question, mais je dis, j'ai suivi des débats aussi. C'est pour ça qu'on convoque la question d'efficacité. Pour dire le cas de la stratégie en France. Effectivement, on est en train de voir les répercussions à long terme. J'ai même vu par exemple à la suite de la sortie du professeur Montagnier, ancien prix Nobel, n'est-ce pas, de médecine, qui vous dit, si ce n'était pas un plan, peut-être pour finir avec les gérontocrates, qui coûtent cher, certainement à la France en ce moment, et que plus tard, on aurait d'autres choses. Donc il faut revoir une question des choix, ainsi de suite. Alors, Phil Nanga, vous êtes de la société civile. Ndjok a évité ma question, il nous a envoyé ailleurs. Je peux bien le comprendre. C'est un politique qui ne veut pas rentrer dans ces questions-là. Vous êtes au cœur des populations. Pourquoi cette réticence des Camerounais vis-à-vis des vaccins qui sont proposés aujourd'hui? Je crois qu'il y a d'abord une question de mauvaise communication. Il y a une carence de communication autour de cette question. C'est pour ça que ça renforce la suspicion. Ça renforce la suspicion. Maintenant, si vous y ajoutez, n'est-ce pas, que les gens aujourd'hui ont de plus en plus accès aux informations au niveau international et suivent un peu les débats autour de ces vaccins en Europe et ailleurs, vous comprendrez que les Camerounais se méfient. Si les Européens s'en méfient, eux qui sont les producteurs, n'est-ce pas, de ces vaccins-là, comment voulez-vous que les Africains, eux, qui n'en savent pas grand-chose, parce qu'on ne leur dit pas grand-chose non plus, n'est-ce pas, se laissent entraîner à ces vaccins-là. Je crois qu'il y a un problème de communication qui manque de manière criarde. Et il y a aussi que on se pose quand même des questions. On se pose des questions. C'est vrai que moi personnellement, j'ai jamais été quelqu'un
très favorable. J'ai toujours pensé qu'on a d'autres moyens, n'est-ce pas, de nous prévenir des maladies. Et je suis pour l'immunité naturelle. Et je pense que les Africains ont ce qu'ils ont besoin, ce dont on a besoin pour vraiment nous garantir la santé. Nos grands-parents, ils avaient des herbes et tout, c'était plus facile. En plus, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on ne nous a pas toujours clairement dit, les scientifiques. Et ça, quand je parle de la communication, je pense que je ne sais pas pourquoi est-ce que les spécialistes de santé, n'est-ce pas, au Cameroun ne s'expriment pas assez. L'ordre des médecins du Cameroun est monté au créneau pour appuyer et appeler les Camerounais à se faire vacciner. C'est volontaire, c'est gratuit, ce n'est pas obligatoire. Ce serait une meilleure façon de lutter efficacement contre le coronavirus. C'est l'avis du docteur Guy Sanjon, qui est le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est un avis. C'est un avis, malheureusement, il s'est exprimé, je ne sais pas à quel moment, mais quand je dis qu'il y a une carence de communication, ce n'est pas parce qu'une personne s'est exprimée une fois et il est passé dessus que vous pensez qu'il y a une bonne communication. Non. Par exemple, jusqu'ici, on n'explique pas aux Africains, aux Camerounais en particulier, comment nous avons pu résister à cette pandémie. Vous voyez un peu? C'est quand même une chose c'est un fait. Les Africains ont résisté. Pourquoi? Comment on a résisté? Il faut commencer par nous expliquer ça. Maintenant, les Européens qui ont été affectés de manière assez importante par cette maladie-là, on peut comprendre qu'ils courent à trouver un vaccin parce que la situation est assez grave. Il est mort des milliers de personnes, mais ce n'est pas le cas en Afrique. Je crois qu'il aurait fallu qu'on commence par expliquer, par trouver la raison qui pourrait justifier qu'on ait résisté. Et maintenant, avant d'expliquer en quoi est-ce que le vaccin peut être un complément important qui garantisse, n'est-ce pas, l'immunité des Africains et des Camerounais en particulier. Je pense, pour moi, qu'il y a un vrai problème de communication. D'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé, s'il y a eu de la réticence, même si après les gens sont allés à Kintini, et même les personnels de santé ne sont pas très motivés à se faire vacciner. Je pense que si vous vous imaginez quand un citoyen a son frère, sa soeur, son oncle, sa tante, qui est médecin, qui est infirmière, et qui vous dit vraiment, moi j'ai fait attention à cela, qu'est-ce que ça va créer dans l'esprit de ce citoyen-là et autour de ce citoyen? Je pense que le gouvernement gagnerait à accentuer la communication par les personnels de santé et les techniciens eux-mêmes. Merci beaucoup à vous. Alors, il y a 4 millions d'autres doses. Cette fois-là, c'est un vaccin qui s'appelle Johnson & Johnson qui est attendu. Et autour de la task force qui a été mise en place. Donc, il faudrait davantage accentuer la communication autour d'aller se faire vacciner. Bon, je crois qu'il faut commencer par rappeler que nous avons plus de 90% de ceux qui ont fait la maladie qui sont rétablis, que le taux de létalité de la Covid-19 est de moins de 2% au Cameroun. Donc ça indique moins de 2%. Ça indique une relative maîtrise de la situation, contrairement à ce que notre ami Alex Guépi a prétendu. La deuxième chose, c'est que les vaccins qui sont arrivés, que ce soit le vaccin AstraZeneca que nous avons acquis dans le cadre de la facilité COVAX ou le vaccin Sinopharm que nous avons reçu dans le cadre de la coopération sino-camerounaise n'ont rien coûté aux contribuables camerounais. Donc, quand M. Nguepi parle de rétrocommission, je suppose qu'il veut faire allusion aux 260 millions qui ont disparu dans Survival. Non, je ne cherche pas de ça. Oui, oui. Non, il parlait de rétrocommission, donc, étant donné que... Il y a 30 millions d'euros qui ont dit d'être Camerounais étant donné qu'il n'y a pas eu d'achat, étant donné qu'il n'y a pas eu d'achat pour les vaccins dont vous parlez, ça suppose que les rétrocommissions auxquelles vous faites allusion concernent probablement les opérations du MRC. Et là, on regarde vers Survival. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que je veux dire, c'est il y a beaucoup d'infox, ce qu'on appelle l'infodémie, autour du vaccin. Mais lorsqu'on traite une maladie, il y a à peu près 3 approches. La médecine peut être curative, donc on essaie de soigner. Et je pense que sur cet axe-là, nous ne sommes pas plus mal que les autres. Nous nous comportons plutôt très bien.
la médecine peut être préventive et c'est à ça que servent les vaccins. La médecine peut être palliative dans le cas où on n'a pas un traitement, mais où on fait des soins qui permettent d'accompagner le malade et de rendre la maladie supportable. Dans le cas actuel, le sujet et l'enjeu majeur, ce n'est pas est-ce qu'on est capable de traiter les malades de Covid. Nous avons montré que nous sommes capables de le faire. Monsieur Nanga parlait tout à l'heure du fait qu'il faille essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous résistons mieux que les autres, mieux que les Occidentaux notamment. Mais ce n'est pas parce que nous résistons mieux que les Occidentaux que la pandémie s'arrête, parce que l'enjeu c'est de stopper la circulation de la pandémie. Et vous stoppez la circulation de la pandémie comment? Soit c'est l'immunité naturelle, soit c'est le vaccin. Bon, l'immunité naturelle, ça suppose qu'il faut accepter qu'un certain nombre d'individus décèdent. Aucune société ne peut accepter ça. Le coût est trop élevé. C'est pour ça tout le monde a opté pour le vaccin. Maintenant, qu'il y ait des réserves sur X ou Y vaccin, je voudrais d'ailleurs préciser, contrairement à ce que mon ami Christian Djoka a indiqué, le vaccin, il y a 2 vaccins chinois. Le Sinopharm, c'est 74%. Le vaccin chinois qui a une très faible efficacité, c'est le Sinovac qui a 54%. Donc, même le vaccin Sinopharm est un bon vaccin parce que quand vous êtes déjà à 74%, vous êtes sur un bon vaccin. Donc, je crois effectivement qu'il faut accentuer la sensibilisation là-dessus pour que les personnes se fassent vacciner. Mais le gouvernement a indiqué que l'option qui a été retenue ici, bien qu'un certain nombre de publics prioritaires ait été ciblé, c'est que le vaccin se fait sur la base du volontariat. Donc, on n'a pas à forcer qui que ce soit. Et le chef de l'État n'a pas lui non plus à se forcer, à se faire vacciner pour faire plaisir à M. Nguyen. Merci beaucoup. Il nous reste à peu près, si mon chrono exact, 1 minute. Il sera difficile pour vous de prendre la parole en 1 minute. Et également, je devrais pouvoir lire quelques SMS, au moins 5, pour rassurer le téléspectateur de ce qui... Et compte aussi avec nous. Je souhaiterais que vous gardiez votre avis pour demain, puisque vous revenez demain, on pourra également revenir sur cette question de ce vaccin au sortir de l'émission. On parle le plateau. Si Alex Nguyen pense que lorsque le MRC sera au pouvoir, ils vont refaire le Cameroun, ce n'est pas vrai. Mohamed depuis Bafoussam qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci Monsieur Moutomé, vous nous avez manqué. Comme l'a dit Monsieur Abel Imbilobel, les droits de l'homme ne concernent pas les pouvoirs, ne concernent pas que les pouvoirs publics. Les camarades extrémistes de M. Nguepi qui insultent et promettent la mort à tous ceux qui ne pensent pas comme eux à longueur de journée. Savent-ils qu'ils violent les droits de l'homme? Et c'est un greffier qui parle. Merci à vous, M. Eloka, maître Eloka, qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. L'idée que M. Nanga et ses amis veulent véhiculer et selon laquelle les droits de l'homme ne sont violés que par le gouvernement est fausse et de leur accointance politique de MRC, par exemple, est une entité championne dans la violation des droits de l'homme avec les casses des ambassades, les insultes sur les réseaux sociaux. C'est M. Ndong depuis Mbalmayo qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Et puis, autre réaction, il y en a plusieurs, on ne pourra pas tous les lire. Monsieur Pongo Songolo qui nous envoie son message. Les droits de l'homme, c'est aussi dit à M. Nguepi de respecter ses vis-à-vis et de savoir tenir la dragée haute pour ce qui est de sa formation politique. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée. Il y en a pas mal comme ça, des centaines ce soir encore, et nous ne pourrons malheureusement pas continuer à lire tous ces SMS. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, qui nous avez envoyé vos SMS encore ce soir. C'est toujours un plaisir de vous savoir. Rendez-vous de tout au clair à partir de 21h jusqu'à 23h sur la télévision du Monde. Merci à Alex Nguepi du MRC, Philippe Nanga de Monde à venir, Dr Yves Patrick du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Christian Djok du PCRN, et puis Abel Elimbilobert que nous aurons le plaisir de retrouver ce mardi encore dans le cadre de ce programme. Appelle le temps. S'il vous plaît, le temps, Abel. Produite par le premier président de la Cour suprême. La liberté. Comme le verbe. Je crois que... Non, le temps Merci beaucoup. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN disponible